Israël a attaqué l'Iran en pensant que l'Iran c'était l'Irak ou c'était le Liban ou autre. Non, l'Iran c'est un pays avec beaucoup plus de pognon, beaucoup plus de moyens financiers. L'Iran a une capacité totalement colossale. Israël a balancé des bombes contre l'Iran. L'Iran leur a fait savoir que le dôme de fer c'est bien mais ça a des limites. Donc ils ont réussi à saturer les défenses israéliennes et surtout avec des missiles hypersoniques. Et qui possède des missiles hypersoniques, c'est simple, t'en as deux. Hein. Les Américains, les Russes et ensuite leurs alliés. Donc forcément, si l'Iran a réussi à avoir des missiles hypersoniques, c'est qu'ils sont en collaboration avec les Russes. Mais de toute façon, les Russes n'ont pas caché qu'ils soutenaient l'Iran, bien entendu. Là, les Israéliens se sont frottés à plus fort qu'eux et Trump leur a sauvé la mise en obligeant un cessez-le-feu. Sans ça, l'Iran détruisait Israël. Salut à tous, c'est Code Reno, bienvenue dans le bunker. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le bunker, exceptionnellement un mercredi, non pas un dimanche comme vous en avez l'habitude. Et ce soir, avec GG à mes côtés, on reçoit Code Reno. Salut Code Reno. Bonsoir. Code Reno, pour ceux qui ne te connaîtraient pas dans notre audience, est-ce que tu souhaites te présenter succinctement? On garde le meilleur pour après. J'ai une chaîne YouTube sur la tactique, et puis voilà. Donc j'avais autrefois une chaîne orientée divertissement où je faisais le con au stand de tir à présenter des armes un petit peu légendaires, pas trop connues, voilà. L'État a décidé de me retirer toutes mes armes parce qu'on ne peut pas avoir des armes si on est classé d'extrême droite. Ils m'ont également supprimé ma chaîne YouTube, donc désormais je donne des formations tactiques, manipulation, CQB, effraction, etc. Donc voilà, c'était du contenu divertissement. Maintenant, je fais des vidéos plus orientées tactiques, comment créer une embuscade, comment organiser un raid contre des places fortifiées, voilà, des trucs un peu plus violents. Mais bon. Tu Voilà. fais pas de test d'armes ou t'as déjà trop donné? Beaucoup. Maintenant, c'est que c'est difficile à organiser. J'ai pas de licence de tir, donc il faut que je passe par ma femme, il faut que j'aille voir, voilà, faut que je change de pays. Enfin voilà, c'est tellement difficile à faire des tests d'armes à feu que je préfère expliquer comment attaquer un régiment. C'est beaucoup plus simple, mais bon, c'est l'État qui a choisi, quoi. Ok. Et alors, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as derrière toi, là, sur les tableaux? Ça, c'est des schémas du dernier stage la semaine dernière. Voilà, le week-end dernier, j'ai eu un stage avec 2-3 trucs. Donc là, c'est l'utilisation d'une mitrailleuse au combat. Donc comment naviguer avec deux personnes, un mec qui recharge et qui appuie et un autre qui tire. En haut, c'est un appui. Donc comment se déplacer avec un appui fixe. À gauche, c'est un déplacement en appui mutuel. Donc comment se déplacer en groupe avec un appui mutuel au sein d'un groupe, donc 3 trinômes. Là-bas, on le voit à la caméra. Ouais, on le voit encore à la caméra. Donc ça, c'est rentrer dans une pièce. Donc on voit les ouvertures d'angle pour prendre la pièce depuis l'extérieur. Donc prendre quasiment toute la pièce depuis l'extérieur, la scanner pour prendre les angles narrows. En haut, c'est c'est une maison. Donc c'est comment rentrer à l'intérieur d'une maison en prenant toutes les ouvertures en même temps. Donc il faut une synchronisation et pas de tir préventif parce que vous allez tirer sur vos potes. Ensuite, la prise de bâtiment par cellule en bas à gauche. Et en haut à gauche, c'est Vital C. Donc ça, c'est défendre une pièce. Comment, quand vous êtes à l'intérieur d'une pièce, faire de la défense. Voilà. Avec la Et c'est assez intéressant, mais peut-être on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est quoi le profil de gens qui viennent dans tes stages? C'est des extrémistes d'extrême droite comme nous, ou t'as un peu de J'ai tout? pas d'extrémistes, j'ai que des darons. C'est des darons. C'est des mecs, ils ont 30, 35 ans. La plupart, ils ont une moyenne d'âge de 35 ans. Ça peut monter à 60, 65, 70 ans. C'est beaucoup plus rare, mais en moyenne c'est 35 ans avec une femme et des gosses. Ils voient que tout est en train de péter, donc ils veulent une formation minimaliste de 3 jours. Voilà. Comment défendre une zone, surtout. C'est surtout de la défense du périmètre. Après, ça peut être beaucoup de manipulation AR-15, AK-47. J'ai parfois des stages mitrailleuses, enfin fusil mitrailleur pour être précis. Donc les mecs me demandent comment utiliser un fusil mitrailleur de manière efficiente comme on peut, parce que bon, c'est assez difficile avec des répliques Airsoft, le mode full auto. Et je veux pas savoir pourquoi ils me demandent ce cours-là en particulier, hein, c'est pas mon problème. C'est le problème de l'État après. Donc voilà, c'est le genre de profil, c'est des darons de 35-40 ans qui ont peur pour leur famille et qui veulent apprendre les manipulations des armes avec les armes qu'ils ont déjà achetées de manière légale ou pas. Donc c'est un peu dans une démarche d'auto-responsabilisation. Bien sûr, bien sûr. Ça tombe super bien parce que la thématique de ce soir, vous qui regardez ce live ou cette rediffusion, c'est est-il judicieux
de déléguer sa sécurité à l'État. Donc, bon, ben, à mon avis, vu comment Renaud rigole, je Non. devine un petit peu ce qu'il en pense. Non, non, Ceci c'est pas ça, dit, c'est pas ça. C'est qu'il y en a un ok. qui dit protection de zone avec des tuyaux d'arrosage et des cure-dents. Ça, j'ai la ref, j'ai la ref. J'avais expliqué ça, comment faire ça, parce que à l'époque, j'en avais encore quelque chose à foutre de ma licence, donc j'imageais ça avec des trucs gentillés où les mecs comprenaient, mais je le disais pas directement. Et foutre des pointes dans un tuyau d'arrosage, enterrer le tuyau pour que le mec qui rentre dans ta zone, bah, il se plante avec. C'était le genre de petites astuces et pour pas dire des pointes, des clous rouillés, j'avais mis des cure-dents. Voilà. Pour que les mecs Et comprennent, mais sans que je puisse le dire directement. Et il y en a un qui a la ref, mais ça, c'était l'une de mes toutes premières vidéos. Je veux dire, la mais vidéo t'as que des j'ai grands sortie il y fans, a hein. 10 ans, quoi. Donc T'as des là, grands on a fans. quand même sur un mec, voilà. On nous a envoyé plein de attends, mais messages quand on a dit que tu venais. Ah ouais. pour t'enlever le permis port d'armes, il faut quoi? Il faut une décision de justice. Ils se sont basés sur Ouais. quel argument? Il n'y a pas de port d'armes en France, c'est possession d'armes. Voilà. Non, en fait, ils m'ont donné des arguments à la con. Donc, il y avait, oui, j'avais une épée en bois dans mon coffre en 2009 alors que je faisais du ninjutsu. Ils m'ont dit, ouais, mais mon armurier, quand il m'a envoyé un flingue, il s'est trompé d'adresse parce qu'il a pris en compte l'adresse PayPal et pas l'adresse que j'avais mise. Il avait mis, ouais, mais j'ai acheté une arme illégalement, mais ça a été démenti par le procureur de Saintes dans la semaine qui a suivi. Enfin, ils avaient rien, ils avaient vraiment rien, mais ils voulaient juste me retirer mes armes. Donc le premier procès, ça a démenti tous leurs arguments. Et donc du coup, comme il leur restait plus rien pour le procès final, ils ont juste dit extrême droite. Il y a Pierre Plotu, il a écrit un article sur moi pour dire que j'étais d'extrême droite. Donc c'est vrai. Et en plus c'est vrai, hein, au tribunal, ils ont dit que le psychiatre m'avait donné un avis positif. Toute l'enquête contre moi a donné un avis positif. Ils n'avaient pas d'argument contre moi, mais il y a monsieur Pierre Plotu qui a écrit un article disant que j'étais d'extrême droite, que je voulais tuer des musulmans, que je montais en croisade, etc. Et comme l'État ne veut pas être désavoué, comme là, ils sont dans la merde parce qu'ils n'ont rien contre moi à part un article de Pierre Plotu qui dit que je suis d'extrême droite. Donc, du coup, ils n'avaient rien contre moi, mais comme ils ne veulent pas être désavoués, bon, bah, le procès était perdu d'avance. Ils ne sont même pas venus au procès. Hein. Normalement, ils auraient dû venir, le préfet, la préfète plutôt. Ils ne sont pas venus parce qu'ils savent très bien que c'est perdu d'avance. Et donc, du coup, bah, je suis Fignada pour, pour pensée politique non conforme. Voilà. Disons que faudrait pas que tu donnes des idées à certains de se responsabiliser eux-mêmes, surtout. Ce C'est serait pas. dommage. Ce serait dommage. Le problème, c'est Alors, en fait, ils se sont retrouvés dans la merde parce qu'ils m'ont envoyé au tribunal. Ils pensaient que j'allais fermer ma gueule bien comme il faut. Enfin, ils m'ont retiré mes armes. Voilà, ils voulaient juste détruire mes armes. Mais sans argument, juste, bah, je suis un connard et du coup, je vais fermer ma gueule et je vais obéir bien comme il faut. Sauf que comme ils avaient absolument aucun argument contre moi et comme je leur ai montré qu'ils avaient aucun argument contre moi, eh ben, ils ont envoyé merde, comment on appelle ça déjà? Un rapporteur public. Normalement, ils sont censés prendre un mec neutre, et là, ils ont envoyé un militant d'extrême gauche reconnu de Nantes. Donc là, ils en ont plus rien à foutre. Hein. Et le mec, il a passé 15 minutes à me dire que j'étais un nazi d'extrême droite. Le juge ne m'a pas laissé me défendre. Donc simplement, il a écouté le mec pendant 15 minutes. Moi, j'ai pas eu le droit de me défendre. Et à la fin, bon, bah, l'avocat m'a dit, bon, bah, c'est mort, hein, laisse tomber. Hein, là, c'est perdu d'avance, en fait. Les cartes étaient jouées avant de venir, donc on est venu pour rien. Donc, ouais, ça je fait vois. 3 ans que les armes ont été retirées, et du coup, c'est à vie. Donc là, jusqu'à la fin de ma vie, j'ai plus le droit de toucher une arme, ce qui fait que j'en ai plus rien à foutre. Donc, j'explique comment attaquer des régiments, des places fortifiées, comment tendre des embuscades, comment se former militairement. J'apprends des trucs aujourd'hui, que ce soit en vidéo ou ici pendant les stages, que je me serais même pas permis d'évoquer en live quand j'avais mes armes. Il faut dire que pendant les stages, autrefois, il y a encore 3 ans, la sensibilisation au piégeage, pour moi, c'était un sujet chaud. Rien que sensibiliser au piégeage en montrant des schémas de comment se passe le piégeage d'une pièce pour savoir quoi prendre en compte et quoi faire quand on fait du CQB, rien que la sensibilisation au piégeage, déjà, je trouvais que c'était un sujet assez chaud. Et maintenant, je donne des stages de formation à l'effraction parce que j'en ai plus rien à foutre. avec des Ils cure-dents et vont des pas me cheveux de retirer mes jardin. armes, ils me les ont déjà retirées à vie, donc j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Ok, du coup, bon, bah, aussi dans le cadre de tout ce que tu fais comme formation tactique, tu sais qu'il y a un sujet qui est beaucoup d'actualité et qui pourrait plaire à notre audience, c'est le fait qu'il y a beaucoup de ce qu'ils appellent dans les médias crypto-rapt. Et Ah, du coup, ouais. il y a pas mal de gens inquiets parce que, en dehors de prendre des places fortifiées ou de défendre des endroits, il y a aussi la protection de soi-même ou des personnes qui nous sont chères
qui est importante. Donc on va essayer de parler de tout ça. Il y a l'écran de GG qui va arriver. Il y en a qui dit si j'aime les armes, change de pays, pas la peine de subir ça. Ouais, mais il faut avoir du pognon pour changer de pays. Il faut avoir du pognon, faut avoir un boulot qui nous attend sur place. Ça se fait pas comme ça. Et j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent parce que la façon que j'avais de gagner de l'argent, c'était ma chaîne YouTube et on me l'a retirée. Et cette chaîne-là me rapporte pas en fait. Donc ils m'ont détruit mon système économique. Donc je suis bloqué. Je peux pas changer de pays. Si j'avais eu mon ancienne chaîne YouTube, oui, c'était possible. Tu veux que je balance le jingle pour la revue d'actu, GG? Allez, let's go. La revue d'actu. Alors, du coup, je voulais juste reprendre sur notre conversation qu'on avait tout à l'heure. Et tu sais, ce thème, faut-il déléguer sa sécurité à l'État, on ne l'a pas choisi par hasard. C'est qu'en fait, j'ai observé qu'il y avait pas mal de gens dans la communauté Bitcoin. En premier lieu, ils s'intéressaient à Bitcoin et ils se disaient, ils remettaient en question en fait le fait de déléguer sa monnaie à l'État. Et ensuite, plus ils étudiaient le sujet, plus ils devenaient un petit peu libertariens. Ils se posaient ces questions-là. Est-ce que je vais déléguer ma sécurité à l'État? Est-ce que je vais laisser à l'État le monopole sur la violence, le monopole des armes? Est-ce que je vais déléguer à l'État l'éducation de mes enfants? Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre le combat un petit peu de la libéralisation du port d'armes en France et le combat de Bitcoin. Et ça se voit beaucoup aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens de la communauté Bitcoin qui sont très associés au message un petit peu pro-gun. Et au vu de ce qui est en train de se passer un petit peu en France, là, c'est vraiment l'hécatombe. Là, toutes les semaines, quasiment tous les 2-3 jours, on entend parler d'une personne qui est dans le milieu de la crypto ou du Bitcoin qui se fait enlever. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pratiques peut-être pour le mec moyen qui a du Bitcoin ou de la crypto et qui se sent un peu menacé? Ben, pas habiter dans un pays qui a le taux de criminalité du Mexique, déjà. Je sais pas. Qu'est-ce que vous foutez en France si vous avez du pognon? J'ai un ami qui est dans le Bitcoin aussi, il s'est barré au Salvador immédiatement. Oui, parce que là-bas, le Bitcoin, ils aiment bien, eux. De toute façon, Donc voilà. de toute façon, dans notre audimat, il y a pratiquement que des expatriés. Ceux qui sont encore là, c'est qu'ils n'ont pas de sous. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est pas avec mes 0,00001 Bitcoin que je vais aller très loin. Donc toi, concrètement, vraiment, là, tu es en mode, si vous avez un peu de pactole en crypto, en Bitcoin, il n'y a pas d'autre choix, c'est Non, si l'expatriation. vous avez les moyens tout court, si vous avez un petit peu de pognon, quittez ce pays, c'est tout. Ce pays, en fait, il est fait pour les immigrés et les gauchistes. Sauf que les gauchistes, à force de se prendre des tartes dans la gueule et se faire violer par du coup, ils deviennent d'extrême droite. Donc, du coup, ils ont envie de quitter le pays. Finalement, ce pays, il est fait pour les... Je suis désolé, mais il est adapté pour ça. Donc, si vous avez un peu de pognon, cassez-vous de ce pays. Si moi, j'avais un peu de pognon, je me serais cassé de ce pays. Je suis désolé, mais bon... Pour les retraités aussi, ouais, c'est fait pour les vieux, mais les vieux, ils restent pas en France. Hein. Les vieux qui ont un peu de pognon, ils se cassent au Maroc, ils se cassent ailleurs. Non, mais même ceux qui n'ont pas de pognon, ils se cassent parce que le pouvoir d'achat est plus intéressant dans d'autres pays. Enfin, je crois que maintenant, ils veulent leur faire des lois pour pas qu'ils puissent toucher leur retraite s'ils se cassent de France. J'ai vu ça, ouais. Tant mieux, ça leur fera la vie. Mais alors, toi, Renaud, t'es quand même un gars d'Internet. T'as une chaîne YouTube encore à succès, même si tu t'es fait ban. Tu t'es pas posé la question d'essayer de développer un business model, peut-être, où tu pourrais vendre des formations en PDF ou en format vidéo? Non, pas du tout, non. J'ai essayé, si, on m'a proposé, j'avais pensé à faire ça, mais je l'ai d'ailleurs. J'ai toujours mes formations, mes vidéos, on va dire. C'est pas des formations, c'est des vidéos réservées qui sont sur Player et Patreon. Mais le problème, c'est que ça marche pas tant que ça, parce que ce qui intéresse vraiment les gens, c'est les manipulations individuelles. Les gens, ils veulent pas apprendre le combat, ils veulent pas savoir se démerder en trinôme. Ils veulent faire du John Wick. Mais le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte que John Wick, c'est un film. En réalité, dans une situation dégradée, si vous êtes tout seul, vous êtes mort. Et comment est-ce qu'on fait pour survivre réellement? C'est minimum 3. Il faut au moins être minimum 3 personnes si vous voulez survivre un minimum. Voilà. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Après, j'ai rien contre ceux qui veulent vraiment faire de l'individualisme, qui veulent uniquement, parce que ceux qui font seulement uniquement de la manipulation d'armes, qui travaillent le rechargement, qui travaillent le changement d'armes, fusil avec pistolet, qui font optimisation de leur gear, tout ça, c'est bien, mais le problème, c'est que vous grattez à peine la surface du tactique.
Le tactique, même moi qui travaille dedans depuis un bon paquet d'années et qui fait que ça de ma vie finalement, un peu moins depuis que j'ai ma chérie, mais qui fait que ça, il y a énormément de sujets que je peux même pas traiter, tellement le sujet est incroyablement vaste. Mais voilà. Donc toi, ce que tu dis concrètement, c'est que au-delà du fait qu'avoir des armes, c'est pas ça qui va te défendre. Ah, si, avoir des arbres, ça va te défendre. Mais le problème, c'est que les gens. La règle des 3, c'est que tu dis qu'il faut être 3 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc en gros, il faut avoir des armes plus un réseau de 2-3 personnes pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. C'est ça que tu dis? C'est ça, c'est minimum 3 personnes. Ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait eue avec Piero San Giorgio, qu'on vous mettra en haut à droite, pendant que je le dis. Dans le sens où, tu vois, là, tu parles directement de conflit armé ou de tactique, mais de toute façon, quand on parle de survie en général, c'est une illusion de se dire qu'on va réussir à survivre tout seul. Il faut toujours se mettre en réseau ou bien avoir des gens sur qui compter, qui puissent compter aussi sur toi. Parce que dans le cas d'une situation dégradée, pour reprendre ce que tu dis, eh bien, c'est le fait qu'on soit plusieurs qui va faire fonctionner le schmilblick. C'est très difficile d'envisager de pouvoir se défendre tout seul de manière générale. C'est ça, il faut du matériel, des connaissances et un réseau. Mais réseau de 3 personnes, c'est pas très compliqué à avoir, hein. Et quand je dis 3 personnes, ça inclut votre femme et votre pote, hein. Votre femme et votre fils. Si c'est pas un fils en bas âge, ça compte aussi. Voilà, ça peut survivre. Enfin, ça peut suffire. Bon, après, il faut pas non plus. Faut un minimum de formation, il faut un minimum voilà. En fait, pourquoi je dis 3, c'est parce que ta femme peut te depuis. servir à quelque chose en cas d'attaque? C'est dans Bien quel sûr. scénario là? Bien sûr, observation. En fait, depuis extrêmement longtemps, on a ce qu'on appelle le triangle tactique. Certains appellent comme ça. Bref, pour faire du combat, pour faire n'importe quoi, il faut une personne qui surveille une zone pour pouvoir être sûr de pouvoir dormir un minimum. Il en faut un qui se repose, mais qui ne dorme pas, qui soit prêt à aider celui qui est en train de surveiller. Et il en faut un troisième qui dorme, mais qui dorme vraiment, profondément, hein, c'est-à-dire main dans le slip, en chaussettes claquettes, hein, voilà. Et avec ça, il y en a un qui surveille, un qui se prépare et un autre qui dort. Vous pouvez survivre. Voilà, ça marche comme ça. Et ça, c'est pas depuis la semaine dernière, hein. Ça a été vraiment beaucoup mis en avant dans le modèle des armes à feu depuis 1916, entre 1914 et pardon, 1914 et 1918, je veux dire. Donc c'était vers 1916 que ça a été mis en place dans l'armée française, qu'on utilise encore aujourd'hui, hein. C'est comme ça. Vous prenez quelqu'un qui monte la garde devant un régiment où vous voulez, ou même qui patrouille. Il va patrouiller ou monter la garde pendant 2 heures. Il y a un type qui attend son retour et qui va prendre sa place pendant 2 heures. Et il y a un type qui est en train de dormir pendant 2 heures. Ça marche comme ça. Et ça existe depuis les phalanges romaines, hein. Donc c'est pas depuis la semaine dernière. Du coup, on enchaîne par-dessus la revue d'actu, mais c'est parce que c'est intéressant. J'entends hein, ce que tu dis pour se préparer à nécessairement, je sais pas, à une attaque ou ce genre de choses, mais en temps normal, même si tu crois pas à tout ça ou que tu crois pas qu'il va y avoir une situation dégradée ou bien voilà, un battle royale qui va se passer bientôt, tu penses que ça reste quand même le strict minimum de pouvoir défendre sa famille avec une arme à la maison, sous condition, comme le préconisent certaines associations? Bah, moi, j'habiterais dans un pays où il n'y aurait aucune criminalité, je dirais non. Mais c'est pas le cas en France. En France, justement, on le voit depuis, ça devient impossible à cacher depuis une dizaine d'années. La criminalité explose complètement. Et le pire, c'est que les mecs, comme on dit, ouais, mais le- la- les cambriolages sont en baisse. Oui, par contre, la plupart des mecs qui rentrent dans une baraque, c'est pas pour cambrioler, c'est pour violer, c'est pour tuer, c'est pour kidnapper. Mais la plupart des mecs qui rentrent dans une baraque, très souvent, ça se finit sans cambriolage. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Les mecs veulent juste se faire plaisir. Ils ont une haine incroyable contre les Français. Ils veulent juste se faire plaisir. Ils savent que de toute façon, dans le pire des cas, c'est une prison de luxe pendant 2 semaines, prison 5 étoiles. Il y a un gros problème de justice et ça donne un gros problème de criminalité. Donc oui, actuellement, dans le pays, vu la gueule du pays, vous devez avoir de quoi vous défendre. Le problème, c'est que l'État le sait, que les Français veulent se défendre. Mais l'État n'a pas du tout l'intérêt de ça. Ils perdent leur seul moyen de pression qu'ils ont contre le peuple. Si les Français peuvent se défendre par eux-mêmes, à quoi sert l'État? Voilà. Je rebondis juste sur ça. Il me semble qu'il y avait une campagne il y a quelques années
de désarmement. Enfin, tu vois, les armes de collection de la famille, machin. Et Ouais. j'avais lu que ça avait eu un énorme succès et que les Français Relatif, y allaient de bon cœur et avec grande joie allaient donner les armes du grand-père qui parfois étaient des collecteurs qui valaient des fortunes. Alors, il y en a eu 100 000. C'était il y a 3 ans, je crois. Ouais, 2-3 ans. Il y en a eu 100 000 qui ont été récupérés, ce qui est quand même assez faible sur l'un des pays, je crois que le troisième pays le plus armé d'Europe. Ça reste assez faible. Dans le tas, il y a eu énormément de vieilles pétoires pourries. Il y a eu des calibres 16 un peu pétés. Donc, on a eu des cartouches en carton, voilà, des fusils à cartouches en carton. On a eu beaucoup de gras. Mais dans le tas, ouais, il y a eu des mitrailleuses qui valaient vraiment du pognon. Il y a eu des canons anti-chars qui valaient énormément de pognon. L'arme la plus rare dans le tas, elle valait 50 000 balles. L'État l'a récupérée, l'a mis aux enchères. Donc le propriétaire va te faire enculer, fils de pute. Ouais, ils se sont vraiment fait plaisir. C'était quand même assez relatif parce que il y a eu quand même eu des armes, on était dégoûtés, hein, des Thompson M1, il y a eu des trucs, putain, ces mecs, ils vont tout envoyer en destruction, certaines dans des musées, donc la détruire finalement. Parce que la mettre dans un musée ou la détruire, ça revient au même. Ce qui a pu être envoyé en dehors du pays, bon, ça a pu être sauvé, hein, parce que les Polonais, par exemple, République tchèque, tout ça, sont des gros passionnés d'armes à feu. Et eux, ils les détruisent pas parce qu'ils savent que ça va péter un jour ou l'autre. Ça fait mal aux couilles, mais bon, il y a eu, ouais, je crois, 100 000 armes. Ils ont essayé de le faire en Corse. Ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché. Ils l'ont fait dans je sais plus quelle région, ça, je sais plus, ça n'a pas très bien marché. C'était assez moyen, mais en Corse, non, ils se sont pété les dents. Là, je crois que pour se marrer, je sais que pour se marrer, t'as des mecs qui ont ramené des nunchaku, des étoiles de ninja. Ils ont ramené des battes en papier, là, les trucs qu'on voit dans les mangas et tout. Ils ont ramené des merdes pour se foutre de leur gueule. Voilà, mais non, ils ont rien rendu. Alors, les gangsters n'ont pas rendu leurs armes. Alors ça, c'était pas en Australie, il y avait un attentat terroriste là qui avait eu sur une île à la con là, je sais plus où. Et tu avais donc le gouvernement qui a dit, ok, bon bah les locaux peuvent avoir des armes. Et à cause de ces armes, il y a des musulmans qui sont morts. Bah, c'est con, c'est nos protégés. Donc ils ont interdit formellement toutes les armes sur l'île. Simplement, les armes sont plus légales sur l'île. Les gangsters ont simplement répondu à ça en disant que allez vous faire enculer, on ne rendra pas nos armes. Ils les ont gardées, hein. C'est pas les flics qui vont aller les chercher. Mais ils ont répondu. Ils ont fait l'effort de répondre. Hein. Ils ont juste dit nous ne rendrons pas nos armes. Ça fait partie de notre business. On a besoin de nos armes. On ne les rendra pas. Voilà. C'est génial. C'est génial. Mais ouais, je sais pas si Nouvelle-Zélande, c'est ça. C'était en Nouvelle-Zélande. Et je ne sais pas si celui qui a mis le commentaire, il pensait à ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les gangsters ont répondu au gouvernement de Nouvelle-Zélande en répondant, voilà. Évidemment, la criminalité après ça, elle a complètement explosé, bien évidemment. Ça, c'est toujours le même scénario. Hein, quand aux États-Unis, les mecs qui veulent interdire les armes, les gangsters, eux, que les armes soient interdites ou pas, ils gardent leurs armes. Et concrètement, c'est juste les honorables citoyens qui rendent leurs armes et qui se trouvent désarmés face aux gangsters. Ouais. C'est ça, il y a eu en Suède, il y a eu en Australie aussi, parce qu'on dit, ouais, en Australie, ça a très très bien marché. Ouais, pendant 2 semaines, les mecs, c'était Hillary Clinton qui disait ça, oui, il faut retirer les armes, regardez en Australie, ça a très bien marché. Non, ça a très bien marché le temps que ça se mette en place, mais une fois que c'était lancé, ça a complètement explosé. Et bien évidemment, en Suède aussi, enfin voilà, c'est... C'est à chaque fois le même scénario. En dehors de tout ça, ce que tu nous racontes, ça prouve une fois de plus un truc qu'on a déjà développé plusieurs fois. Tu sais, les mecs qui font des manifs pour les ZFE, pour je sais pas quoi, pour les 80 km/h sur la nationale. En fait, il y a une manière très simple de s'en sortir quand l'État ils font des lois qui n'ont ni queue ni tête. Quand on marche sur la tête, c'est la désobéissance civile massive. Hein. Si personne n'applique, bah, la loi, il l'applique pas, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que les flics sont extrêmement zélés. Très, très, très zélés. En fait, l'État est en guerre contre la population française et les flics obéiront toujours à l'État français. Toujours. Donc, et le problème, c'est pas qu'ils le fassent, c'est plutôt qu'ils le fassent avec beaucoup de zèle. Et du coup, on pourra jamais s'en sortir. Si les flics n'avaient pas été là, on aurait renversé le gouvernement depuis longtemps. On aurait changé beaucoup de choses. Et on enchaîne sur la revue d'actu. Là, on a eu c'est Nicolas qui paye, ce fameux mème qu'on connaît tous sur Twitter, qui commence à faire des percées un peu dans les médias mainstream. Ouais, et on voit... j'ai vu ça, ouais.
Ouais, on voit même que les politiciens commencent à surfer la vague. On a vu Sarah Knafo, Marion Maréchal, et je trouve que c'est un peu dommage parce que ce qui fait qu'un mouvement soit stylé, un peu comme le mouvement des Gilets jaunes au début, c'est que ça émerge de manière organique. Et à partir du moment où ça vient se faire capter par une force politique, en général, ça se fait, Ça tue le même. ça tue l'esprit, tu vois. Et je voulais te poser une question là-dessus, Renaud. Est-ce que toi, tu te sens concerné par ce même c'est Nicolas Quipé, et qu'est-ce que tu en penses de tout Bah ça? évidemment, j'ai une entreprise, je suis un quarantenaire, évidemment, évidemment, moi je paye une fortune l'URSSAF, et à la fin je sais très bien que j'aurai jamais ma retraite. Donc évidemment, moi je fais partie du délire malheureusement, et j'en ai marre. Comme tous ceux qui sont comme moi, qui ont un boulot, qui payent une fortune et qui à la fin on leur accepte éventuellement de gratter les miettes. Non, et en plus je parle même pas des contrôles fiscaux et tout le bordel. Non, évidemment, évidemment qu'on est là-dedans, bien évidemment. C'est assez marrant. Je sais pas si tu vois mon écran là. Il y a un mec que j'avais vu passer sur Twitter plusieurs fois là. Il avait en bio Twitter, j'ai choisi le niveau légendaire, j'entreprends en France. Et premier tweet qu'il a fait Ah, je l'ai vu hier, qui celui-là, a je l'ai fait, vu je ce crois, un tweet, ouais. million de vues. Je suis en plein contrôle URSAF. T'as déjà eu des contrôles URSAF, toi, ou Ouais, ouais, pas? à cause, bah oui, forcément, j'ai été dénoncé. J'ai eu tout en fait. Hein. On m'a fouillé ma baraque et mon association 2 fois. J'ai eu prise d'empreintes digitales. J'ai eu l'ADN. J'ai pris les photos de. Oui, en fait, ils m'ont traité comme un criminel parce que bah, je suis soi-disant d'extrême droite d'après Pierre Plotu. Donc forcément, ils ont cherché ici parce qu'il y avait dans les articles, soi-disant, on était des néo-nazis, etc. Donc ils cherchaient des symboles nazis et des armes pas déclarées. Bon, ils ont fouillé, ils ont reçu 2 cafés. Enfin, un café avec 2 sucres. Voilà, donc ils ont fouillé partout, ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché dans mes dossiers, ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché dans mes comptes bancaires, ils n'ont rien trouvé. Mais, comme Pierre Plotu a écrit un article disant que j'étais un nazi d'extrême droite, bah du coup, j'ai quand même tout perdu. Ça suffit. Et tu penses pas que quand ils nous disent, tu sais, ils disent souvent il faut taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches. Mais en fait, vu que les riches, eux, ils ont des structures complexes et qu'ils ont des avocats fiscalistes, ils sont bien au chaud. Mais concrètement, les mecs qui se font taxer, c'est toi, c'est le mec là qui est sur Twitter. Et d'ailleurs, on le voit, tu vois. En France, ils disent l'impôt sur le revenu. Concrètement, c'est 10% des Français qui payent 75% des impôts sur le revenu. En fait, j'ai l'impression qu'on nous tend l'éventail de il faut taxer les milliardaires. En fait, concrètement, les gens qu'on taxe, c'est les mecs comme toi et moi qui Bah produisent ouais, de la comme on valeur, dit, non? il faut taxer les pauvres. Ok, bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais par contre, il y a beaucoup de pauvres. Voilà, on est complètement là-dedans. Est-ce que tu serais pour un Non, impôt universel bah déjà, je ah, suis pas pour un impôt. Oui, non, mais ouais, bien sûr, mais je veux dire, est-ce que tu serais pour un impôt universel qui représente un pourcentage, disons n'importe quoi, 13%, Non, non, pas pour du tes... tout. Moi, je suis simplement pour l'arrêt complet de toutes les aides en France. Fin. Voilà, je suis pour un système polonais. Voilà, tout simplement. Tu arrêtes toutes les aides. Déjà, tous les parasites du pays dégagent. T'as plus aucun. Pourquoi est-ce que les parasites du pays viendraient alors qu'il n'y a pas de RSA? Il y a pas de. Tu peux pas te faire réparer les chicots gratuitement. Tu peux pas te. Non, il faut payer pour venir. Ok, maintenant il faut payer pour te faire soigner. Ok, maintenant il faut payer pour ton appartement. Ah bon, c'était gratuit avant. Bah, maintenant c'est payant. Tu retires toutes les aides, mais tout, le CNC, tu retires tout ça, tout, 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 tout. Et là, tu refais quelque chose du pays. Ce qui pourrit le pays, c'est les aides. En fait, c'est un pays communiste. Les mecs qui acceptent de bien vouloir travailler payent pour les parasites, comme dans un système communiste. Et qui c'est communiste, ça marche pas. Tu retires toutes les aides, tu retires tous les parasites du pays. Vous n'êtes pas content, bah vous allez vivre en Pologne, ça ira très bien, vous inquiétez pas. Et puis Et voilà. est-ce que tu penses pas qu'il y a beaucoup... Alors, parce qu'on a déjà montré une stat ici, apparemment, il y a grosso modo 60% de la population qui vit plus ou moins de la bourse de l'État. C'est plus que ça, Ah, hein. non, c'est ça, c'est ça. C'est C'est presque 30%. 70% 30% de la population qui est française paye pour bénéficiaire net. 60%. C'est comme ça. C'est, Alors oui. attends, justement, vu qu'il y a 60% et que ça représente une majorité, bon, il y a des vieux dans le lot et puis il y a des fonctionnaires qui doivent pas casser trois pattes à un canard, mais Non, il y je a veux dire par là, 30% de fonctionnaires, 30% de parasites purs et durs et 30% de travailleurs. C'est ça les stats.
Et si tu enlèves toutes les aides du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe avec Ah, les retraités et moi, qu'est-ce qui moi, se moi, je passe gagne, avec... moi, je gagne Ouais, de l'argent, je gagne beaucoup plus d'argent que j'en gagnais avant ces aides. Ma mère vient vivre chez moi, comme autrefois. Voilà, oui, je bien sûr. paye pour que ma mère puisse finir sa vie tranquillement. En plus, pour la blague, ma sœur a prévu une chambre et un endroit précis pour ma mère. Parce que ma mère, bon, bah, elle a 65 ans là cette année. Euh, c'est pas top, elle a de plus en plus de mal à marcher. Ma sœur a prévu un endroit chez elle. Voilà, faites ça. Alors, mais tu penses pas que tant qu'on reste dans un système démocratique, pardon, cette spirale socialiste ne pourra pas s'arrêter? Parce que concrètement, vu qu'en France, il y a une majorité de la population qui est bénéficiaire de toutes ces aides-là, ils vont pas voter Bah oui, contre je leurs sais. intérêts. Bah, Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que la solution, ce serait, je sais pas. Alors moi, je pense que soit ça va être un effondrement du système, soit il va falloir qu'il y ait un coup, je sais pas, d'un dictateur. Tu vois, tu Bon, prenais l'exemple tout à l'heure de Nayib Bukele au El Salvador. Alors, c'est pas pas un dictateur. dictateur, mais il tient le pays d'une main de fer. Alors, D'après toi, est-ce qu'on peut s'en sortir si on reste dans un système un démocratique? dictateur, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Ils pensent que c'est juste quelqu'un de méchant. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a Moi, pris quand je dis un dictateur, Un j'ai une bonne dictateur, opinion, hein. c'est juste quelqu'un qui a pris le pouvoir de manière illégitime. Napoléon Bonaparte était extrêmement apprécié par le peuple. Par contre, il a pris le peuple par un coup d'État. Ça fait de lui un dictateur. C'est tout. Macron, il est autant détesté que tu veux, mais il a utilisé le système démocratique français pour arriver au pouvoir. Ce n'était pas un dictateur. Voilà. Moi, j'ai rien contre les dictateurs. J'ai absolument rien contre ça. À partir du moment où j'ai quelque chose contre les gens qui sont détestés par le peuple. Macron n'est pas un dictateur. Par contre, il est détesté par le peuple. Donc, il faudrait dégager ce truc-là. Un Napoléon Bonaparte arrive, prend le pouvoir par la force et officiellement c'est un dictateur. S'il nous fait du Bonaparte, je suis preneur. Voilà. Donc, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Tous les généraux sont trop bien placés. Ils en ont rien à foutre du Hmm. pays. Donc, cherchez pas, hein. J'ai aucun doute pour qu'il n'y ait pas de coup d'État un jour. Par contre, que le système s'effondre complètement, ça un peu plus déjà. Ok. Je voulais te poser une question aussi sur. J'ai pas la news là sous les yeux. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'évolution des méthodes de guerre, un peu avec les drones et les IA? On a vu qu'il y avait eu une tentative d'assassinat de Poutine avec Mm. un drone. Est-ce que tu penses que l'IA va avoir un impact sur les méthodes de Ouais. guerre? Et comment tu vois un peu le Alors, futur j'ai déjà fait là-dessus? une vidéo sur les drones, justement, et je parlais des IA là, dedans, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas vu une vidéo extrêmement connue qui a été partagée par Musk, ils ont fait des drones, tu sais, programmés pour aller à tel endroit, etc. Et il était sous IA. Et à côté de ça, ils ont mis un vrai pilote qui connaissait par cœur le chemin à suivre et qui faisait son petit parcours tranquille. L'IA mais d'une façon absolument atroce, quoi. Les IA réussissent à remplacer complètement les humains sur les parcours de drone. Donc oui, évidemment, vous mettez sur une IA, ok, débrouille-toi comme tu veux, mais le mec qui est là-bas, je veux qu'il soit mort. Il se démerde. Il voit qu'il y a un truc d'interception, ok, il se débrouille pour l'éviter. Il voit que, bah tiens, il a changé de trajectoire, bon, bah il se débrouille lui-même pour le faire, etc. Ce truc-là, évidemment, c'est le futur. Le truc que les gens ont oublié avec les drones, avec les IA, donc les drones nouvelle génération sous IA, etc., c'est que ça, c'est réservé à l'armée. Parce que très souvent, sous mes vidéos, je vois quand je donne des formations tactiques pour ça ou ça, je donne des formations pour les civils. Et les mecs disent, ouais, ça sert à rien d'apprendre le tir. De toute façon, le mec dans le buisson, là, il te fume avec un drone. Oui, l'armée te fume avec un drone. Mais avant les drones, le mec te fumait avec un canon de 150 avec une imagerie thermique. Donc du coup, le drone à ton niveau, ça n'a rien changé. C'est juste que là, tu as une très bonne raison de plus pour ne pas vouloir te former. Mais pour nous, civils, ça change rien. Les drones ne changent rien. Voilà, parce que je reçois ça absolument tout le temps sous mes vidéos. Oui, mais pourquoi est-ce que tu apprends les manipulations du fusil alors que de toute façon, avec un drone, le mec te fume? Mais voilà, l'armée va te fumer. Mais avant ça, personne venait me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu apprends les manipulations alors qu'avec un canon de 150, de toute façon, l'armée, il te fume. Voilà, là, ils ont juste une Tu, excuse parce qu'ils pensent que le drone est accessible. Ils pensent qu'avoir un drone guidé par une imagerie thermique et avec un kilo de C4 dessus, c'est accessible contrairement à ce qui se passait avant. Tu vois. à quand la formation anti-drone du coup? De quoi?
À quand la formation tactique anti-drone, du coup? Alors justement, ça va peut-être se mettre en place soit au Panama, si la crypto réussit à décoller. On a investi avec un ami beaucoup dans le Dogecoin. Si le Dogecoin passe l'euro, il est très certainement connecté là, à cette heure-là où il doit être connecté. Si le Dogecoin réussit à dépasser l'euro, on donne des formations au Panama. Je vais contacter un type que je connais, un Belge qui était mercenaire en Ukraine, qui lui était chef de pilote drone. On va l'embaucher pour donner des formations drone et interception de drone. Si le Dogecoin Et réussit à pour... passer l'euro, et il faut que ça réussisse à se faire. Sinon, avec un ami qui est russe et on voulait donner des formations en Afrique dans plein de domaines différents, on va essayer C'est lui, c'est lui. J'en étais sûr. Toi, je reçois un message à ce moment-là, j'étais sûr que c'était lui qui allait m'envoyer un message. C'est sûr. C'est putain, voilà. Dis-lui Avec un ami, qu'il on voulait. s'abonne tant qu'il y est. Quoi? Qui s'abonne? Ouais, non, mais non, il m'a envoyé un message pour me dire que tu viens chez le bunker, c'est génial et tout. Parce que ouais, c'est lui, il est à fond sur la crypto, donc voilà. Donc si le Doge passe l'euro, on réussit à donner ce genre de formation, mais des formations complètement barrées au Panama. On a prévu des trucs de mongol absolu. Et sinon, ce sera en Afrique. On va proposer ça aussi, hein, comme contractuel en sécurité privée, de donner des formations. C'est pas moi qui les donnerai, bien évidemment. Je donnerai dans mon domaine les fractions, la manipulation d'armes, le CQB, la lampe. Il y a plein de domaines que je connais bien, le VCQB, etc. Mais les formations un peu poussées, il y en a un qui a disait dans les commentaires, pour déconner évidemment, est-ce que je donnerai des formations sur les explosifs? Oui, si on réussit à avoir des contrats, particulièrement avec des pays comme le Cameroun ou autres, on cherchera des experts en calcul de charge militaire, bien sûr. Donc oui, ça va se faire. Mais là, c'est le level au-dessus. Il faut juste gagner suffisamment d'argent pour que ça se fasse. Mais là, pour ce genre de truc Et avancé, ça va être plutôt être des militaires ou des anciens militaires qui viennent te voir ou... Non, non, non. Ah oui, pour les trucs avancés, genre le drone ou... Ah oui, là, par contre, c'est Ouais, ouais. réservé aux armées, hein. Là, il y a pas un civil qui a le droit qui pourra D'accord, voilà. faire des C'est ce formations que je me disais, explosives ou ouais. quoi. Non, 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 là, non. Quand je parle et de formation comme ça, c'est en relation avec les ministères de l'Intérieur, hein. C'est pas... non, non. d'accord. Donc là, Ok. Et j'ai une dernière question sur les drones. Tu ne penses pas qu'en complément, dans quelques années, ce ne sera pas mainstream d'avoir un drone qui tourne autour de sa maison 24 heures sur 24 et qui a des fichiers d'images avec, je ne sais pas, genre les 50 gars que tu connais dans ton entourage, et que s'il y a un mec qui rentre dans ta propriété qui n'est pas dans cette banque de données d'images, soit il t'envoie une notification sur ton téléphone où il allume une alarme, soit si tu es au Texas ou dans un pays qu'un riz, je sais pas, pourquoi pas lui tirer dessus ou tendre des pièges, j'en sais alors rien, tu oui, vois. ça existe déjà, sauf que c'est pas des drones volants, c'est des drones en forme de chien. Et oui, ça existe. Il y a une vidéo que j'adore. Tu vois le chien qui fait le tour de la maison. Là, tu vois bon, il s'avère que c'est un Africain. Je suis désolé, mais voilà, j'y peux rien. Qui fout la merde et qui essaie de rentrer dans la baraque en mode. Et je te jure qu'il se prend un coup de lance-flamme dans la gueule. Ah La ouais, vidéo la plus carrément. géniale, j'ai Incroyable. dit à ma Ah, c'est femme, chaud. laisse tomber, on abandonne ton chien et on prend celui-là à la place. Je déconne, bien évidemment, jamais je n'abandonnerai un chien. Tu peux Voilà. probablement en France faire un truc comme ça avec des armes non létales, je sais pas, des genres de flashball, gomcogne, taser. Totalement illégal. Totalement Ah ouais? illégal. Ah ouais. Ok. La Mais défense du domicile parce sous qu'on est, gomcogne? parce qu'on est un pays de tapettes, mais en réalité, ça marcherait très bien, bien évidemment. Bien évidemment. J'ai une autre actu. Tu sais, dans le bunker, on dit souvent que les gauchistes ont le monopole des lois racistes en Ouais. France. C'est les seuls qui proposent de la discrimination, des quotas selon la race, Ouais. selon le Alors là, sexe. j'en ai vu pas Et mal. alors là, on a vu que tu as, un mec de LFI qui a dit: Je ne veux pas de Ah, je Batou l'ai en vu. tête Je l'ai vu de ça ma tout à l'heure, ouais. liste. J'ai vu ça, ouais. Qui- qui- Est-ce que tu es d'accord avec cet assessment-là que concrètement, la gauche est plus Non, raciste que mais la s'ils droite? veulent pas de blanc dans leur parti, moi je trouve ça très bien. Ils sont en train d'accélérer la mort de leur propre parti. Bah écoutez, on fait beaucoup de prévention dans le bunker, donc je remercie Mitch pour ses commentaires qui vous rappellent à tous que piéger son domicile est interdit, les gars. Ne dites pas Exactement. que vous avez vu Code Reno chez le bunker qui vous a conseillé ça parce que c'est pas vrai. Ah non, non, par contre, ça se passe aux USA. Et j'ai précisé que mettre un gomcogne sur un drone dans sa baraque, c'est interdit. Je l'ai précisé. En effet, vous avez deux types de pièges, les pièges actifs et les pièges passifs. Vous avez le piège qui prévient et le piège qui t'arrache un bras. Voilà. En gros, c'est ça. Et le piège actif
est autorisé, le piège passif, le piège passif est autorisé, le piège actif, non. Piège passif, c'est l'alarme, grosso modo. Le piège passif, c'est celui qui te prévient que ton. En fait, le piège actif tue quelqu'un, le piège passif prévient quelqu'un pour que tu te sortes de ton plumard pour aller le tuer. Voilà. Celui-ci, t'as pas le droit, parce que tu es obligé de savoir si c'est un arabe ou si c'est ton fils. Mais du coup, attends, moi j'ai un dernier truc là-dessus, là, parce que bon, j'avais jamais réfléchi à tous ces trucs, tu vois, mais si t'as une alarme, ou t'as un piège passif là qui t'alarme, mais tu fais quoi si t'es pas armé? Parce que bon, en France, tu dis bonjour monsieur, voici mon portefeuille, est-ce que vous voulez que je vous suce la bite en même temps, etc. Ou alors faut s'abonner à des trucs de sécurité privée qui arrivent plus vite que la police, parce que si tu comptes sur ton alarme pour te réveiller, puis qu'ensuite tu appelles la police et que tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Le truc de sécurité privée, ils font rien de plus. Non, légalement, t'as aucun droit. Légalement, t'as pas le droit de l'intercepter. Légalement, t'as pas le droit de l'empêcher de sortir de chez toi. Légalement, t'as pas le droit. Sauf si c'est la nuit. Sauf si c'est la nuit. C'est fou ça. Si un mec qui rentre chez toi. Alors si c'est la nuit, par contre, c'est open bar. Sauf s'il y a un gars qui rentre chez toi. C'est un gars qui rentre chez toi pour te cambrioler et que toi tu l'attrapes et que tu lui dis de rester là en attendant que la police arrive, c'est illégal et c'est toi qui vas risquer la prison. Et en plus, c'est une blague. Il va falloir aller voir un psychiatre pour prouver. Voilà, il va falloir aller voir un psychiatre, hein, c'est ça. Non, par contre, ça c'est pour la journée seulement. La nuit, il est très conseillé de le tuer. Il n'est pas du tout conseillé de le blesser, surtout pas. C'est pour ça que je dis que la gomme cogne, c'est une vraie saloperie. La gomme cogne est la pire munition de défense que tu puisses avoir. La chevrotine, ça marche bien. En fait, à partir du moment où il rentre chez toi, c'est open bar. Voilà, tu peux le tuer si c'est la nuit, si le soleil est couché. Si le soleil se couche à 19h et qu'il est 18h59, t'as pas le droit. Il est 19h, t'as le droit. C'est pour ça que la gomme cogne, c'est une saloperie. Si la gomme cogne, tu le blesses, déjà d'un, et il va sortir de prison extrêmement vite. Enfin, il ira jamais en prison. Il sortira extrêmement vite, il pourra se venger. De deux, il va porter plainte contre toi, il a des chances de gagner. Et de trois, il est encore vivant. Il est interdit en France d'acheter une arme pour se défendre. Tu achètes une arme pour faire du tir sportif, de la chasse ou du ball-trap. Fin. C'est tout. Si tu mets des cartouches non létales dans un fusil, tu dis au juge, monsieur le juge, j'ai acheté cette arme pour me défendre. Ah oui, pourquoi est-ce que tu aurais mis des munitions non létales dans un fusil si ce n'était pas pour te défendre? Donc tu admets avoir prémédité la défense personnelle de ta maison. C'est illégal. De plus, après avoir dit ça au juge que tu étais dans l'illégalité la plus totale, le mec va porter plainte contre toi. Parce que oui, il est dans l'illégalité, mais tu comprends, il a eu une jeunesse difficile, un pays raciste, etc. Bon, je t'entends parler des juges qui sont laxistes. Bon, au dérogard de l'ethnicité. Mais je veux dire, est-ce que tu penses que le problème de la justice laxiste peut provenir du fait qu'il y a trop de femmes chez les juges? Oui, je suis désolé, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Il y a beaucoup trop de femmes dans les juges. Mais de toute façon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est surtout que l'État a complètement la main mise sur la justice. La justice n'est plus du tout indépendante depuis très longtemps. L'État fait ce qu'il veut avec la justice. Et comme la justice ne veut pas être désavouée, la justice obéit simplement à l'État. Et l'État dit, mes petits protégés, c'est les musulmans, je suis en guerre contre les Français, mettez-moi les Français en tôle et laissez-moi sortir mes petits protégés. Tu penses qu'il y a un biais idéologique? Ah oui, non, mais complètement, oui, bien sûr. C'est con. Ce qui est con pour l'État, c'est que si j'avais eu ma licence de tir et donc un truc à perdre, je me serais jamais permis de dire ce genre de truc. Une dernière info avant qu'on passe à notre chronique pour la revue d'actu. Tu sais, tu parlais de biais idéologiques sur les décisions de justice. Là, regarde cette news. Il y a l'assurance maladie qui a été condamnée pour avoir refusé de financer une ablation des seins pour un mec transsexuel. Ça, ouais. Et tu sais, je réfléchissais à ça l'autre jour et je me disais, le point positif de l'immigration musulmane en France, c'est que si demain matin, on devient un califat musulman, au moins, on pourra faire tomber toutes ces conneries-là sur... financer les changements de sexe et toutes ces conneries-là. Donc moi, je suis optimiste et je vois le bon côté de la chose, tu vois. Ah bah la team LGBT, ça va leur faire drôle, hein. Les mecs, là, j'ai vu ça il y a pas longtemps, là, un drag queen qui disait ouais, extrême droite, on n'a pas besoin de votre soutien. Mais personne vous soutient, les gars. Au contraire, la sainte sélection naturelle est sacrée. Tu veux qu'on enchaîne sur la chronique avant qu'on se fasse ban de YouTube, de toute façon, effectivement, ouais, on va passer sur la chronique. Donc les gars, on a un invité surprise ce soir. Je vais le faire monter gentiment. Je vais couper le screen. Boum.
Et puis, on va écouter notre invité pour une chronique surprise. Bonsoir Alors, à tous. bonsoir Salut. Mitch. On voit dans ton pseudo que c'est marqué président ARPAC. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'ARPAC? Un petit intro avant de te chauffer. Alors, l'ARPAC, c'est l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, qui a d'ailleurs récemment sponsorisé Renault pour quelques vidéos où il nous a acceptés et on l'en remercie. C'est une association qui a été créée peu de temps après les attentats du Bataclan, afin donc d'essayer de récupérer ce droit de port d'armes qui a été enlevé aux Français en 1939. On voudrait rétablir un port d'armes qui serait encadré, réservé aux personnes légalement sur le territoire en France, avec un casier vierge, avec pas d'antécédents psychiatriques, etc., une formation. Et, enfin bref, on parle d'un port d'armes très contrôlé qui est en somme très très proche de ce qui se fait actuellement en République tchèque. Donc formation théorique, pratique, etc. Donc on est une association avec plusieurs milliers de membres qui payent, hein, donc c'est pas juste des signatures au bas d'une pétition. Et on essaye donc de mettre, de réveiller un peu les Français sur le fait que leur port d'armes, en fait, c'est pas juste un caprice d'Américains, c'est une véritable nécessité, et ça devrait être une priorité pour eux. Donc l'ARPAC est une association qui dérange un petit peu. Moi, personnellement, j'en ai pris la présidence parce que ma résidence à l'étranger me permet de parler plus librement, puisque j'habite au Grand-Duché. Donc moi, à l'inverse de Renault, je ne peux pas me prendre de Finiada, puisque le Finiada est un objet français. Donc c'est pour ça que je me permets en fait de prendre ce sujet à bras-le-corps. Pourquoi est-ce que l'ARPAC pense que le port d'armes est un sujet beaucoup plus fondamental que ce qu'on voudrait nous le faire croire, et pas juste un truc de beauf américain qui veut boire des bières et tirer sur les canettes après? C'est parce que, en fait, théoriquement, dans la loi, on a le droit à la légitime défense, et un droit sans les moyens d'en jouir, c'est pas un droit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'armes pour vous défendre, vous avez autant le droit de vous défendre que vous auriez le droit de circuler si on vous privait de chaussures. C'est un petit peu la même idée. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a un autre aspect qui fait un petit peu connexion avec Nicolas qui paye. C'est-à-dire que Nicolas paye parce que ce n'est pas lui qui est le souverain du pays. Parce que le souverain, c'est celui qui a les armes. Donc, qu'on soit pour ou contre la démocratie, on ne peut pas vraiment dire qu'un pays est une démocratie quand les citoyens sont désarmés, puisque ce n'est pas le démos qui gouverne. Donc voilà, il y a un peu aussi quand même cette notion philosophique derrière. Et pour faire quelque chose d'un petit peu plus raccord avec le bunker et le Bitcoin et l'actualité tristement, je dirais, épique de ces derniers jours avec les attaques de tycoons du Bitcoin, ou en tout cas de possesseurs de Bitcoin connus, c'est que il y a plusieurs aspects à prendre en compte, en fait. Si vous êtes dans le Bitcoin, le ledger du Bitcoin est public. Donc, d'une certaine manière, avec des recoupements, on peut parfois arriver à retrouver qui possède quel Bitcoin. Et puis, il y en a certains qui, de toute façon, en font la publicité parce qu'ils vendent des formations en Bitcoin, etc. Donc, ils sont bien obligés d'être plus ou moins des possesseurs publics de Bitcoin. Donc, ça peut se savoir. Donc, on peut les retrouver. Et le problème du Bitcoin, c'est que l'État le déteste, le Bitcoin, parce que il ne peut pas imprimer de Bitcoin et donc il ne peut pas utiliser son joujou favori qui est l'effet Cantillon, c'est-à-dire être le premier à injecter de la monnaie dans le système, donc payer les anciens prix en ayant celui qui a la masse monétaire supplémentaire. Ça, c'est pour ça que la monnaie fiat existe. Et le Bitcoin menace énormément ça, c'est cette prérogative d'État. Donc l'État a tout intérêt en fait à ne pas protéger les possesseurs de Bitcoin pour qu'il y ait une véritable peur, en fait, pour être un repoussoir pour le Bitcoin. Donc moi, si je suis l'État français et que je veux garder mon monopole absolu, je vais bien monter en épingle ces affaires-là, je vais bien dire aux médias, faites bien voir à tout le monde qui s'en prennent plein la gueule, et je vais surtout m'arranger pour qu'on ne retrouve pas les coupables et que ça continue. Parce que finalement, là, en l'occurrence, les gangsters travaillent pour moi si je suis l'État qui veut garder son monopole monétaire. Donc, voilà, adhérer à l'ARPAC. Et
toujours facile de passer après Code Reno. C'est un petit peu, j'ai l'impression de faire le petit clown qui vient dans l'entracte après la célébrité. Oh, fais Mais pas le timide. ah, T'as bien préparé le truc. Alors écoute, moi j'ai une petite question parce que t'as je- expliqué ce que c'était l'ARPAC. Concrètement, t'as dit que c'était une association qui militait pour récupérer le droit, le port d'armes citoyen. Donc déjà, première question, quand tu dis récupérer, ça a existé en France? Entre 1855 et 1939, il y avait plus ou moins un vide juridique, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas un arrêté préfectoral spécifique, on pouvait porter une arme sans demander de permis, de quoi que ce soit. On pouvait chasser plus ou moins sans permis. C'était porter une arme. En campagne, porter un fusil, c'était d'une banalité sans nom. Dans les villes, c'était quand même souvent plus réglementé, notamment dans les foires où il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, on picolait à un autre niveau que maintenant. Donc, il y avait un petit peu des arrêtés préfectoraux ou des arrêtés de mairie qui réglementaient soit localement, soit temporairement et localement le port d'armes. Mais les Français, et surtout même beaucoup les Françaises, étaient très friands de petites armes de poing dissimulées parce que c'est très pratique pour lutter contre ce phénomène qui est assez éternel qu'on appelle le viol. Hein, donc les femmes savent que mieux qu'un préservatif, une arme de poing contre le viol, c'est plus performant. Ok. Autre Et moi, chose. j'ai une question, Vas-y. juste par rapport à votre champ d'action. On connaît tous c'est quoi? C'est la NRA aux États-Unis, l'association de défense du port d'armes. Eux, ils sont beaucoup dans le lobbying. Vous, concrètement, en termes de champ d'action, vous êtes dans quoi? Vous essayez de faire du lobbying? Vous êtes plus sur de l'éducation? On est beaucoup plus sur essayer de convaincre le citoyen parce que l'homme politique en France n'est pas réceptif à ça. La NRA, ils ont tout un tas d'hommes politiques qui sont derrière eux. Vous devez très bien connaître Ron Paul et Rand Paul, même Vivek Ramaswamy, tout ça. Il y a le gouverneur de Floride, Greg Abbott aussi, du Texas, tout ça. Il y a une très importante de politiciens de très haut rang, le fils de Donald Trump aussi, par exemple, qui sont très, très pro-armes. Donc, eux, ils ont une écoute, et en plus, c'est déjà légal. Donc, ils essayent de préserver un droit. L'ARPAC est dans une situation complètement inverse. C'est-à-dire que là, quelle politique écoute l'ARPAC? Alors, il y en a un qui nous suit de loin et qui nous a demandé de ne pas le nommer, donc je ne vais pas le faire parce qu'on va respecter un petit peu. Récemment, Sarah Knafo a vaguement mentionné qu'elle n'était pas contre le port d'armes dans une interview avec Thinkerview, mais elle n'a pas nommé l'ARPAC. Et bon, je pense qu'elle ne le fait pas parce que ce serait un suicide politique. Là, déjà, aujourd'hui, je discutais sur le Telegram d'une bonne droite. Et très franchement, j'ai eu un accueil plus que tiède. Bon, donc l'idée en fait, c'est que ça fait depuis, je pense que c'est vraiment, il y a vraiment eu un switch avec Bowling for Columbine et le film de Michael Moore, l'obèse moche, qui en fait a expliqué que être pro-armes, c'est déjà être d'extrême droite nazie, c'est pratique Code Reno. Hein, donc, il y a une propagande sur ce sujet monstre. Hein. Donc ça a énormément marqué les esprits. En cours d'anglais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vos profs d'anglais vous disaient toujours que l'Amérique c'est génial, sauf pour le deuxième amendement, mais les Américains ils sont un peu bizarres. Donc ça, 100%. Votre prof d'anglais qui était dépressive ne comprenait pas ça parce que la liberté, c'est un peu des conneries tout ça, parce que je veux dire, l'histoire et même moderne a prouvé que c'est pas forcément que les gens d'extrême droite qui étaient pro-armes ou qui voulaient s'armer. On a des gens d'extrême gauche, on a eu des terroristes d'extrême gauche, on a eu tout un tas de choses en Europe relatives à l'extrême gauche, donc c'est vraiment de la connerie, il n'y a rien de factuel. Ah, puis Karl Marx disait lui-même que sous aucun prétexte, les travailleurs ne doivent rendre les armes ni les munitions et ils doivent s'en préserver par la force si nécessaire. Okay. Mais en fait, l'idée de priver les armes, c'est surtout cette espèce de maladie française qui est la recherche de la bonne tyrannie en fait. On recherche un maître en fait. On veut pas être son propre maître. On recherche un bon maître qui va faire le travail à notre place,
qui est un petit peu cette reprise du slogan de la campagne électorale de Homer Simpson, c'est « Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire ?» Et c'est vraiment, voilà, je dirais que c'est la psyché française qui est comme ça. Ben Mitch, déjà, je te remercie d'être venu. C'était un petit peu court parce qu'on n'avait pas prévu. Ceci dit, je crois que pour préciser un petit peu le champ d'action, vous militez pour le port d'armes sous condition. Donc, si tu veux, je te laisse les citer et puis donner le nom de ton site pour que les gens aillent voir s'ils le souhaitent. Alors, donc le site, c'est www.arpac.net, A-R-P-A-C, hein, Arpac. Vous le verrez en dessous là, dans l'écran. Les conditions qu'on demande, donc, c'est être volontaire, être donc majeur, évidemment, avoir un casier vierge, pas d'antécédents psychiatriques graves. Hein, si vous êtes schizophrène ou bipolaire, ça peut être compliqué. On ne parle pas de celui qui a juste fait une dépression. Malheureusement, on a encore une enquête de moralité qui correspond à cette nécessité qui est encore actuelle au niveau de la détention d'armes. Donc on a un peu fait doublon là-dessus. Que je dise pas de bêtises, oui bien sûr, formation théorique et formation pratique. C'est, comme je me plais à le rappeler, c'est une copie quasi conforme des conditions actuelles pour l'accès au port d'armes en République tchèque, qui existe. Hein. Donc n'importe quel résident légal en République tchèque peut essayer de passer son port d'armes. Et en général, on l'obtient si on travaille à peu près. C'est pas plus difficile que le permis de conduire. Et la Tchéquie a un taux d'homicide de 0,45 pour 100 000, si je me souviens bien, alors que nous devrions être à 1,8. Donc ils ont en somme 4 fois moins de meurtres que chez nous. Je crois que c'est à peu près dans cet ordre d'idée. Alors après, je pense que là, Renaud dirait que c'est peut-être parce qu'il y a une homogénéité ethnique qu'on n'a pas en Oui, France complètement. non plus. Ça joue. Ça joue. Non, mais je dis pas le contraire, mais simplement... oui, non, mais je suis d'accord avec la plupart des Français sont contre l'immigration et que si les Français avaient été armés, ils auraient pu s'opposer à l'immigration. Mais comme ils sont armés... Et d'ailleurs, ça s'est vu beaucoup aux États-Unis. Tu sais, pendant le Covid, tu avais certains shérifs de comté qui disaient non, nous, on ne va pas appliquer ces lois à la con. Et les mecs, ils se retrouvaient, ils faisaient des vidéos, tu avais le shérif avec ses guns, et derrière, tu avais 50 mecs de sa communauté avec des AR-15. Et je peux te dire que quand les mecs, ils avaient le soutien du shérif, plus tu voyais 50 mecs armés derrière, je pense que l'État fédéral ou l'État, il se disait, on va y réfléchir à 2 fois avant d'aller dans ce comté-là pour essayer de mettre des amendes aux mecs qui ouvrent leur business pendant le confinement. Tu vois. Il y a ça, il y a également le même genre de comté avec des shérifs. De toute façon, les shérifs sont élus par ceux qui possèdent les armes, hein, donc c'est logique qu'ils soient d'accord avec eux. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais vous m'aviez dit 10 minutes, j'ai déjà beaucoup abusé. Je vais Non, mais vas-y, finis ton point sur les shérifs, c'est intéressant. Les immigrés, enfin, il y a moins d'acceptation des immigrés, c'est-à-dire qu'ils ne les laissent pas forcément s'installer dans ces comtés-là où la population est surarmée. Et c'est d'ailleurs ce genre de comté qui, quand ils ont des immigrés illégaux qui arrivent au Texas, par exemple, ils les mettent dans des bus et ils les envoient à New York, dans les résidences de luxe des démocrates. Ils leur payent ça et ils leur disent voilà, sachez quand même que si vous venez chez nous, les immigrés illégaux, ICE, on les appelle et on les aide. Donc, moi, je t'ai coupé, je suis vraiment désolé, c'est parce que moi je lis en même temps les commentaires là, même si ça se voit pas, et il y a quelqu'un qui te demande quel est le type d'association pour l'ARPAC. C'est une association. Est-ce que vous acceptez les dons ou les adhésions payées en Bitcoin? Faudra peut-être qu'on s'y mette. Moi, je les prends. Ouais. J'ai un portefeuille Bitcoin. Si celui qui veut me payer en Bitcoin ou en Dogecoin, je prends. Voilà. Dans le doute, donnez-les à Renaud en attendant. On vous préviendra quand c'est possible. On a finalement beaucoup plus besoin d'investissement en temps de personnes qui vont porter ce qu'ils ont entre les 2 jambes pour aller porter la bonne parole et ne pas avoir peur de se faire juger et de se faire mettre à l'index parce qu'ils ont envie d'avoir le droit de porter leur arme dans l'espace public, parce que la défense ne s'arrête pas au pas de sa porte. On devrait quand même pouvoir sortir dans la rue avec son gamin, et si on se fait agresser, ne pas devoir crever devant son gamin, comme c'est arrivé il y a peu pour un
un médecin militaire à Aix-en-Provence qui s'est fait littéralement crever devant sa fille, voilà, parce qu'il ne pouvait rien faire. Donc, voilà. Ok. Ben écoute, je te remercie pour ton temps. Peut-être au plaisir de te revoir dans une autre émission. Bah, Et moi, puis, je suis disponible. tu m'envoies les informations relatives à l'ARPAC, et puis on fera bien entendu en sorte que sur la rediffusion, il y ait toutes les informations nécessaires pour te contacter ou pour vous suivre. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et voilà, adhérez. Merci Mitch. Merci Bientôt. Mitch, à bientôt. Au revoir. Hop, je l'ai coupé, pardon Mitch. Il nous entend encore. Ok, bah c'était la chronique de Mitch. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'ARPAC, Renaud? Moi, je les connais depuis longtemps, évidemment. Je les connais. Je suis adhérent à l'ARPAC depuis le tout début. J'ai arrêté évidemment de les soutenir financièrement parce que bah, si j'ai pas de licence de tir, j'ai retiré, j'ai retiré mon adhésion à l'UFA et à l'ARPAC, évidemment. Ça concerne les tireurs. Et puis voilà, non, bah non, j'en pense du bien, même si bon, il faut être conscient quand même que c'est un combat qui n'est pas physique, c'est juste, c'est de la réinformation. C'est un combat vraiment pour réinformer la population. Le problème, bah, c'est ça le problème, comme je disais tout à l'heure, hein, je le cache pas, je disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de visibilité sur leur chaîne, il n'y a pas assez, et surtout leur page. En fait, il faudrait qu'ils soient très très influents sur Internet. Il manque un compte Twitter, il manque un compte Facebook, il manque une chaîne YouTube avec Un une certaine TikTok. renommée. Un TikTok, oui, bah oui, bien sûr, un TikTok, il manque un TikTok. Enfin, je sais pas s'il manque, je sais pas s'il existe, si ça se trouve, il existe, mais en tout cas, je le connais pas. Il manque en fait des mecs, des adhérents, bénévoles ou pas, qui feraient que être sur Internet et faire des trucs sur Internet. Moi, là, pour mes stages, vu que bah, ça stagne un peu, j'ai embauché un mec à s'occuper de mon site, à faire des articles sur le site et à les partager sur Twitter. Et je vais lui filer mes comptes Twitter et il sera gérant de mes comptes Twitter parce que moi, je n'ai absolument pas le temps pour ça. Moi, je peux pas. Tu penses que si le port d'armes citoyen comme le propose l'ARPAC revenait un jour, ceux qui ne souhaitent pas faire ce permis-là et porter une arme seraient bénéficiaires du fait qu'il y ait plus de porteurs d'armes dans la rue en général, dans le sens où au lieu de venir pour t'agresser, peut-être qu'ils pourraient te défendre en cas de problème ou de manif qui tourne mal ou je ne sais quoi. Bénéficiaire? Non, Ouais, mais est-ce que ça bénéficie à la population au global, y compris à ceux qui n'ont pas de permis de port d'armes, bah, que évidemment. certains l'aient? Évidemment, il y a beaucoup de personnes, bah, on le voit, le principe de la dissuasion. Je vais aller agresser la petite grand-mère, là. Il y a une vidéo extrêmement connue qui est devenue un mème, d'ailleurs. C'est une vidéo virale, elle est devenue un mème. Un grand-père qui lève les mains, qui est comme ça, et le mec commence à le braquer pour piquer sa voiture. Il dit, appelez une ambulance, s'il vous plaît, appelez une ambulance. Il sort son flingue, mais pas pour moi. Voilà, c'était un petit grand-père, mais avec un flingue. Voilà, le mec, il venait pour agresser, pour piquer sa voiture avec un couteau. Le petit grand-père a appelé une ambulance. Il sort son flingue, mais ce sera pas pour moi. Voilà. Du coup, il l'a pas buté. Hein, le mec s'est barré, évidemment. Bien entendu, il y a une énorme phase de dissuasion. Tu armes et tu formes et tu armes et tu autorises à se défendre 10% de la population. La criminalité elle descend au moins de la moitié. Pour le déroulé de ton interview, moi ce que je te propose, c'est deux parties. Une première où on s'intéresse un peu plus à ton parcours et une deuxième où on s'intéresse à ce que tu proposes et ce que tu penses du climat actuel et comment il faudrait faire évoluer les choses individuellement ou collectivement. Mais surtout individuellement parce que voilà, c'est ce qui nous intéresse dans cette émission. Est-ce que tu voudrais nous parler de comment tu as eu toute cette expertise au niveau des armes et de la tactique? Est-ce que c'est quelque chose que tu as forgé sur YouTube ou bien ça provient d'une précédente carrière? Non, bah, j'ai fait l'armée, évidemment, en 2009. Et quand j'ai quitté l'armée, parce que en fait, quand j'étais à l'armée, c'était de la merde. Voilà, on se formait jamais, il y avait jamais le temps pour manipuler les armes. L'entraînement était catastrophique. Donc, quand j'étais à l'armée, je faisais de la formation à côté. Donc, j'avais acheté des répliques Airsoft, il n'y a pas le choix. Et quand j'ai su qu'on pouvait acheter des armes à feu en France, ça s'est fait assez vite. Hein, c'était en 2010. Ouais, c'était en 2010 peut-être. Là, j'avais pris ma licence de tir. Et j'avais acheté des armes réelles. J'avais pas l'argent pour acheter des armes genre AR-15 ou autre. Ça, j'ai dû attendre le civil. Mais au moins, je me formais un petit peu et j'étais inscrit au stand de tir du régiment. Donc, j'allais régulièrement me former. Et surtout, je passais mon temps sur Internet à regarder ça, à regarder tout ce que je pouvais dans le domaine tactique. Et quand j'ai quitté l'armée, je voulais
faire ce que je voulais finalement faire ce que j'avais l'intention de faire à l'armée, c'est-à-dire me former tactiquement. J'ai fait pas mal de stages en France, en Suisse, après en Pologne, mais surtout en France et en Suisse. Donc je me suis formé comme ça. Ensuite, j'ai passé mon temps à lire des bouquins tactiques, à regarder des vidéos tactiques, lire beaucoup d'articles tactiques. Et ensuite, je me suis fait ma petite expérience comme ça. Ensuite, à former, à écouter beaucoup de formateurs aussi. J'ai rencontré beaucoup d'instructeurs dans beaucoup de domaines, hein, pas que dans le domaine manipulation ou tactique. Hein. Il y a aussi, je sais pas, dans les transmissions, dans la topographie, dans la survie, Tu penses que, comme dans beaucoup de domaines, former, c'est ce qui est le plus formateur? Oui, je pense. Oui, je pense, oui. Ok, il y a quelqu'un qui nous a donné un très très bon sujet pour plus tard, mais je le garde pour après. Effectivement, t'as pas demandé, donc ça va être super intéressant d'avoir ton avis. Ceci dit, ok, donc après, t'as eu ta première chaîne, qui a eu un succès phénoménal. Moi, je t'ai connu avec ta première chaîne. Ouais. Qui t'a été striké, t'en as un petit peu parlé. J'ai entendu d'autres trucs, notamment dans les commentaires tout à l'heure, quelqu'un parlait du scandale d'une vidéo de divertissement que t'aurais fait avec Papacito. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui a tué ma chaîne. Bon, elle n'était pas très bien au point avec des articles qui ont été faits, qui ont partagé mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. Donc j'étais pas à la joie. Il y a eu cette vidéo-là qui était une vidéo de divertissement, clairement, mais Mélenchon l'a politisée et du coup, bah, ça a donné une visibilité au niveau de l'État. Donc du coup, le préfet m'a fait retirer toutes mes armes un peu plus d'un an après. Et encore un an après, mes 3 chaînes ont été supprimées. Et est-ce que t'es resté en contact avec Papacito suite à cette affaire? Est-ce que... Ouais, on est resté en contact pendant un temps. Il m'a beaucoup aidé pour mes procédures judiciaires. Il m'a fait des papiers pour dire que c'était bien lui qui avait tout fait, qui était derrière tout ce bordel et tout. Donc il m'a beaucoup aidé, mine de rien, mais ça n'a pas suffi. Là, l'État, en fait, ils veulent pas être désavoués. Et même si les procédures de désarmement, même si les raisons pour le faire, etc., même si tout est illégal, ils ne veulent pas être désavoués. Donc du coup, en fait, quand vous portez plainte contre l'État, vous perdrez forcément. Voilà. La justice est aux ordres de l'État. C'est quoi qui les a trigger dans cette vidéo? Mélenchon, en fait, la veille, il disait que les attentats en France étaient organisés par l'État pour rester au pouvoir. Donc forcément, quand il y a eu son nom qui a été prononcé dans cette vidéo, on disait que les mecs qui votent Mélenchon doivent se former s'ils veulent pas se faire tuer, finalement. C'était ça, hein, la vidéo. On a fait une vidéo assez violente et il y avait son nom dedans. Et là, du coup, bah, pour lui, c'était tout bénef. Hein. Pour lui, c'était vraiment jackpot assuré. Le problème, c'est que ça s'est pas du tout bien passé. Le procureur m'a donné raison. Donc, il a porté plainte contre moi, mais le procureur m'a donné raison. Et le procureur qui me donne raison, c'est-à-dire que, en fait, il a considéré que c'était une procédure abusive. En fait, il a regardé ma vidéo et il a dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que vous avez dit, Monsieur Mélenchon. Là, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est pas du tout. Donc, on n'a pas été au tribunal. Hein. J'ai pas gagné au tribunal contre Mélenchon. La plainte de Mélenchon a été considérée comme une procédure abusive. C'est encore pire que tout. Donc, c'est une humiliation totale pour Mélenchon. Hein. Sa vidéo, elle a fait 80% de dislikes et en plus, le procureur a considéré ça comme une procédure abusive. Donc, c'est l'humiliation. Mais dans le doute, la préfecture m'a fait retirer mes armes, donc mon travail, ma passion, etc., à vie. Parce qu'il y a les finiadas administratifs et les finiadas judiciaires. Et moi, c'est un finiada à vie. Donc, si je veux pouvoir toucher une arme, bah, il faut que je change de pays. Ok, c'est clair. Moi, je l'avais vu de toute façon la vidéo. Je pense que je suis encore en procès contre le préfet parce que j'ai gagné mon premier procès contre lui. Et il fallait que je gagne le deuxième. Et le deuxième, oui, mais il est d'extrême droite. Ah, ok, merci, vous nous avez convaincus, donc il va se faire enculer. Il y a eu un appel de fait, mais bon, l'appel, il peut durer encore des années. Donc, en attendant que cet appel soit perdu, parce qu'il va être perdu, faut pas non plus se mentir, j'ai payé une licence de tir à ma femme. Et du coup, les armes, quand elles seront débloquées dans plusieurs années, c'est elle qui récupérera toutes les armes. Et on les revendra, quoi. C'est pas elle qui va manipuler du fusil à pompe ou de l'AR-15. Et puis voilà. Du coup, René de ses cendres, Code Reno, sous une forme différente. Donc maintenant, tu as une nouvelle chaîne de laquelle tu prends soin et qui a peut-être changé un petit peu qui a pivoté un petit peu sur les sujets.
Ouais, c'était une chaîne divertissement et comme je peux plus faire de divertissement, maintenant c'est une chaîne beaucoup plus violente. Donc c'est une chaîne tactique qui enseigne plutôt les embuscades, monter à l'assaut de places fortifiées, qui explique comment optimiser des déplacements en trinôme, comment se former. Voilà, c'est vraiment une chaîne beaucoup plus violente. Pas divertissement, on rigole pas sur cette chaîne-là, c'est vraiment. Il y a quand même des petites blagues, hein, faut pas déconner. Mais la vidéo est beaucoup plus orientée combat pour en parler. Et combat optimisé, c'est-à-dire c'est pas organiser une embuscade, genre vous mettez dans le buisson, vous attendez qu'ils arrivent et vous tirez, hein. C'est vraiment optimisation. Comment faire en sorte qu'un convoi armé ne ressorte pas vivant. Et du coup, par rapport à cette nouvelle chaîne, tu développes aussi un club privé avec Patreon notamment. C'est ça, il y a Patreon et Player où je fais pas mal de vidéos qui sont réservées aux contributeurs et ils peuvent voir les vidéos avec une semaine d'avance. Bon, le problème, c'est que bon, les vidéos sont pas trop vues, ça a pas trop bien marché, clairement. C'est con parce que c'est ça qui rapporte, hein. YouTube, c'est pas le Hmm. nombre de vues que ça me rapporte, que voilà. Ce qui est normal, hein, c'est une niche, évidemment. Donc voilà. Ok, bah justement par rapport à ça, vu que cette chaîne elle est à ce propos-là et que tu fais des formations vraiment bah, pour ceux qui veulent apprendre à se défendre en termes tactiques, à survivre, mais voilà, conflit armé, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un marché pour toi sur justement les gens les crypto-rapts et les gens qui se font cambrioler là? Et est-ce que tu considérerais faire une formation spécifiquement pour apprendre à se défendre en cas de rapt vis-à-vis de... Bah, de toute façon, on parle de crypto, mais ça pourrait être de l'art et ça pourrait être un influenceur à la con qui a plein de pognon sur son compte aussi. Enfin, ça peut arriver à tout le monde, mais là, c'est la mode des crypto-rapts. Il C'est y a pour ça plein que je te... d'influenceurs qui n'ont pas de. Il y a plein d'influenceurs qui n'ont pas de crypto qui se font Bien sûr. agresser chez eux, hein. Là, je voyais le mec de Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau, tous les animateurs télé, là, il y a plein d'histoires, hein. Ouais, ça leur fait la bite. Non, il n'y aura pas de formation pour eux. Je veux dire, si je forme à la défense personnelle quelqu'un, que ce soit parce que c'est une femme qui a peur de se faire violer, que ce soit une grand-mère qui a peur de se faire défoncer la gueule, que ce soit pour un mec blindé de crypto, ce sera la même chose. Le problème, c'est que la formation vraiment défense personnelle, ça inclut des armes. Et les armes en France, ben, Ok. l'État ne veut pas que tu puisses te défendre. L'État autorise le français moyen à appeler le 17 pour qu'ils arrivent 15 minutes plus tard. Enfin, 15 minutes. 2 heures dans mon cas. Je voulais mettre son message, mais ça te masque tout le visage. Mais ouais, c'est une phrase assez connue, effectivement. En fait, ce que dit 21 dans les commentaires, c'est qu'il y a des gens qui se définissent comme pacifiques. Et en fait, c'est faux parce que tu peux pas être pacifique si tu n'es pas capable de violence. Tu n'es pacifique que si tu es capable de violence. Voilà, Ouais, c'est un sinon, c'est choix. inoffensif. Ouais. Ok, donc pas de formation pour les crypto-rapts. Il y aura des déçus, hein, Ouais, non, mais après, s'ils veulent une formation, pas pour eux, mais de manière générale, hein, c'est-à-dire apprendre à se défendre de manière générale, bien sûr, oui, il y a des formations. Des formations port d'armes dissimulées, tout simplement. Des formations, Ok. utiliser une arme de poing de manière défensive, bien évidemment. Alors, vu qu'on est quand même dans une émission où on s'intéresse aussi à la technologie, à la souveraineté, on a parlé des drones tout à l'heure, bah, c'était un peu dans cette veine-là parce que tu peux les construire toi-même aujourd'hui, les drones, etc. Ceci dit, il y a une vague, moi j'en ai entendu parler, je connais pas plus que ça, mais tu vas pouvoir m'informer. Il y a une vague de mode de gens qui font de l'impression 3D d'armes. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Oui, PRC, oui, je connais évidemment. Bah non, non. Alors, ça marchait pas il y a 10 ans, clairement, les pistolets monocoups de merde là qui marchaient pas. Enfin, ça marchait, ça tirait une cartouche et après le pistolet explosait. Aujourd'hui, ça marche très très bien. Les FGC troisième génération, ça marche extrêmement bien. Vous avez la chaîne PRC qui fait ça, qui les montre en fait, hein. Tu as une chaîne américaine où simplement le mec fabrique ses armes en imprimé 3D. Il a je sais pas combien d'imprimantes 3D dans son salon et il te présente sur sa chaîne YouTube des armes imprimées 3D. Tu avais un Allemand qui faisait ça et il était très connu évidemment. Et là, c'est un Américain qui fait ça depuis quand même pas mal Il y a- d'années. L'Allemand, il s'est fait suicider, hein, il me semble, hein.
C'est Stark, non? Ouais. Je me souviens plus du nom, mais ouais. Après, voilà, Je crois que l'Américain, c'est ça, il veut ouais. pas. C'était une légende, lui, l'Amé- même dans le Bitcoin, c'était une légende, ce mec-là. L'Américain, il C'est est. un peu le pionnier Ouais, c'est là-dedans. ça, ils font tout en Bitcoin, évidemment. L'Américain, il s'est pas encore fait choper, mais par contre, le compte officiel de la NRA, régulièrement, ils lui mettent des petits messages d'amour. Voilà. De la NRA, n'importe quoi, de l'ATF. L'ATF a une chaîne YouTube, etc. Et régulièrement, ils mettent. L'ATF, c'est le lobby anti-armes, c'est ça? Non, c'est l'organisation gouvernementale anti-armes. C'est le bureau. Donc c'est gouvernement Oui, américain? américain, bien entendu. Tu vois, donc le vrai nom, c'est le Bureau central de contrôle des alcools, des armements et des explosifs, un truc comme ça. Ça a changé de nom, ça s'appelle pas plus ATF, mais on l'appelle quand même ATF. Si tu vois ATF dans un mème, c'est eux. En fait, le nom, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est alcool, tabac, armes ou un truc comme ça, là, Ah, ATF. voilà, bureau, c'est tabac, alcool, armes et explosifs. Est-ce que tu as déjà entendu parler en Californie de l'épisode des Korean Rooftop? Bah, évidemment, bien Alors, évidemment, bien évidemment. Il y a eu le deuxième épisode, là, récemment. Attends, Mais tu peux bien juste évidemment. revenir sur l'épisode des Korean Rooftop pour les gens qui connaissent pas? Alors moi j'ai pas les dates, hein, donc si tu as les dates et tout, mais en gros les marchés coréens, donc dans les quartiers coréens de je sais plus quelle année, se faisaient attaquer et les flics ils avaient absolument pas le temps et pas l'envie de s'occuper de connards de coréens, donc ils se font pas télé. Donc les Coréens se sont foutus sur leur toit avec des fusils, mais les fusils à verrou là, les Winchester modèle 70, hein, voilà, des trucs un peu, voilà, ça fait le taf. Donc des trucs qui faisaient, voilà, ils se sont foutus au-dessus et ils montaient la garde et ils tournaient. Tu vois, il y en a qui se reposaient, ils remontaient dessus et dès qu'un un jeune agressait un magasin pour entrer dedans, bah du coup, t'avais forcément un mec pour tirer dans le tas. Et donc du coup, ils se sont fait leur propre protection personnelle avec leur fusil au-dessus du toit et ils tournaient pour qu'il y ait tout le temps des mecs qui surveillent les toits pour protéger les bâtiments. Et ça, c'était, je sais pas, les années 50, 60, je dis un chiffre au hasard, je sais plus du tout. Et récemment, eh ben, il y a eu le même épisode dans le même endroit. Donc, il y a les enfants et petits-enfants qui ont fait exactement ce que leurs parents et grands-parents ont fait. C'est génial. J'ai trouvé ça absolument génial. moi, j'aime bien cette histoire parce que ça part vraiment d'un abandon de l'État, donc du monopole de la violence, de la police, etc., qui ne venait pas au secours de ces gens-là, qui étaient une communauté qui ont plein de magasins. Ces magasins sont souvent liés entre eux, comme ça, en bar aux États-Unis. Et j'avais beaucoup aimé cet épisode-là parce que malgré le fait que les Coréens, tu vois, c'est plutôt des mecs qui font pas de vagues, etc., bah, ils ont décidé de faire leur propre sécurité, de prendre le taureau par les cornes. Et j'avais trouvé ça absolument incroyable comme histoire. Donc je vous invite tous à regarder un petit peu les Korean Rooftop. C'était en On a... 1992. Ouais, Ah, je crois que c'était plus vieux que ça, ouais. c'est D'accord. pas si vieux. Il y a des photos assez emblématiques. Là, ils vous les montrent, GG. Hop. Ouais. Il y en a des très emblématiques où ils se fument des clopes et tout. C'est marrant. Ouais. Et surtout, il y a eu le deuxième épisode récemment, qui est assez incroyable. C'est incroyable. Donc, J'étais pas au courant pour le deuxième épisode. Ils ont fait la même chose pour éviter de se faire, comme on dit en anglais, looter. Parce qu'en fait, je crois que c'est en Californie, les Korean Rooftop, c'est que la Californie est un État libéral, comme ils disent aux États-Unis. Mais alors, quand on dit libéral aux États-Unis, ça ne veut pas dire que c'est des libertariens. Ça veut dire qu'ils sont plutôt de gauche, donc c'est les États bleus. Et ils ont des lois qui sont assez incroyables aux États-Unis, c'est-à-dire que pour le shoplifting, par exemple, pour les vols en magasin, tu peux pratiquement pas prendre de prison. Donc concrètement, les mecs ils rentrent dans les magasins, ils se servent, ils se barrent et sans aucune impunité. C'est ça, en dessous d'une centaine de dollars, je crois, je sais plus exactement les chiffres, mais en dessous de 100 dollars, si tu veux quelque chose dans un magasin. Combien? 900. 900. Ah, en dessous de 900 dollars, si tu voles pour moins de 900 dollars, en gros, c'est dépénalisé. La dépénalisation en dessous de 900 dollars. Donc les mecs, ils volent pour 900, ils remplissent le coffre, ils vont voir un autre magasin. Donc tu as eu des vidéos absolument incroyables où tu vois des jeunes, pour pas dire autre chose, on va se calmer un peu, qui rentrent dans les magasins, ils volent tout ce qu'ils peuvent, mais en meute, vraiment en meute. Ils remplissent les coffres des voitures et ils font le tour des magasins comme ça. Et les mecs de sécurité peuvent rien faire. Ils n'ont pas le droit, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont 40, ils remplissent, et même, ils vont les filmer tous. Ils vont tous les filmer et demander aux flics d'aller les chercher. Les flics, ils vont dire, d'accord, il faut prouver que lui, il a volé pour exactement 901 dollars de matos. Non, mais après, c'est impossible. toutes ces lois à la con en Californie sont spécialistes. Pour référence, je me rappelle que c'est pas passé, je crois, hein, mais ils avaient proposé
de donner je ne sais plus combien d'argent à tous les Noirs en réparation pour l'esclavage. C'était le seul État qui proposait. Et puis la chose qui était assez marrante, c'était que c'était le seul État où il n'y avait pas eu l'esclavage. Donc il y avait un truc cocasse, tu vois. Ok. Eh ben écoute, de mon côté, j'ai plus trop de questions. Alors j'en ai noté quand même. Je vais aller regarder. GG, si tu as des questions avant qu'on fasse un PLS. Moi j'ai une question. Tu nous parlais tout à l'heure de développer un petit peu ton business en ligne, de vente de formation. Si demain, tu arrives à faire un peu de la Wi-Fi monnaie et d'avoir du cash flow en vente de formation un petit peu dématérialisé et que tu as les moyens financiers de t'expatrier, tu irais où et pourquoi? Le Panama, parce que je connais quelqu'un qui est sur place et avec qui on voulait vraiment lancer un centre de formation bien particulier. Là-bas, le Panama, donc pour des Français comme nous, c'est difficile évidemment pour acheter des armes, mais si on réussit à se mettre avec un local, ça devient beaucoup plus facile, surtout qu'on n'a pas besoin d'armes ultra puissantes, on a juste besoin d'un grand terrain, parce qu'on veut avoir des contrats avec les armées et avec les locaux. Donc les mecs viennent avec leurs fusils, leurs chars, leurs drones, etc. Et nous, on les forme. Voilà, on forme tous ceux qui viendront sur place. Et on serait entouré de spécialisés. On veut vraiment venir avec une équipe. Voilà, on a des gens qui sont, on va le dire, contractuels, donc mercenaires, et qui ont tous des spécialités assez sympathiques que les gens voudraient bien apprendre à connaître. Donc le Panama me paraîtrait très bien parce que les armes sont faciles à avoir. Voilà, encore une fois, pour des étrangers comme nous, ça va être un peu compliqué, mais bon, faut prendre le temps, quoi. Faut prendre le temps. Et puis voilà, pour le côté flingue. Sinon, il y aurait la Pologne aussi. Le problème, c'est que la Pologne, c'est très difficile pour former parce qu'il y a 1 an, 2 ans, il y a même plus longtemps que ça. Le gouvernement polonais offre gracieusement, gratuitement, voilà, une formation d'1 semaine à tout Polonais qui demande cette formation gratuite. Voilà, donc du coup, si tu viens en Pologne pour donner des formations et qu'en fait, à côté de ça, le gouvernement polonais t'offre gracieusement cette formation, ils n'ont aucun intérêt de venir chez nous. Il me semble que même les enfants, j'avais vu des vidéos d'enfants à l'école qui s'entraînaient au tir en Pologne. Ouais, c'est culturel. C'est obligatoire. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de teasing et puis peut-être que tu feras partie de notre audience ce soir-là. On a bientôt un épisode sur la Pologne avec un entrepreneur qui s'y est expatrié. Ceci dit, tu parlais juste avant du Panama. Est-ce que ce serait pas sur le terrain de Charles de Ripper parce qu'on l'a reçu et qu'il a une ferme autonome au Panama? Alors je connais quelqu'un qui m'a dit si on va au Panama et éventuellement il y aurait une petite badounette sur place, mais pour l'instant je suis pas inclus du tout dans le projet parce qu'on a besoin de beaucoup de pognon. Donc il m'a dit que l'idée était là et que si on avait suffisamment de pognon, peut-être qu'éventuellement il y aurait moyen, alors je sais pas exactement comment il s'appelle, je m'en souviens plus, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Il y avait quelqu'un qui avait une énorme bad et qui justement invitait du monde à venir se former, à venir participer à ce truc-là. Alors c'est pour moi, en tout cas pour lui, oui, pour mon ami panaméen, enfin salvadorien mais bientôt panaméen, oui. Moi, le problème c'est que bon, il faut que je trouve du boulot, il faut que je sois sûr et certain de pouvoir trouver du boulot sur place. Donc, c'est pas aussi facile pour moi. Même si demain, les cryptos dans lesquels j'ai acheté explosent, ça me donnera clairement pas du tout assez d'argent pour pouvoir me barrer. De toute façon, il y a le capital et puis il y a le cash flow. On est d'accord que ce qui t'achète Exactement. Si j'achète une super maison sur place, mais que j'ai rien du tout qui rentre comme argent pour ça, c'est pour ça il faut être sûr qu'une fois arrivé au Panama, on réussisse à vendre nos formations. Est-ce que tu as pensé à faire de la formation dématérialisée aussi? Peut-être pas sur les mêmes sujets tout à fait, mais... ouais, je le fais sur Patreon et Player. Il y a des formations, enfin, c'est pas des formations, c'est des vidéos réservées aux contributeurs et plus orientées défense. Voilà, j'en ai fait plein. C'est juste que les vidéos sont de moins en moins vues, donc j'en fais de moins en moins. Et puis voilà. Mais voilà. J'ai une question. Tu sais, il y a des armes de poing un peu qui sont autorisées en France, les matraques télescopiques. Tu parlais tout à l'heure des gommes-cognes. Tu conseillerais quoi pour un gars qui veut juste s'armer avec des armes blanches pour peut-être pas forcément être plus en sécurité, mais peut-être se sentir plus en sécurité? Matraque.
T'as pas un petit trick, ouais, une matraque, tu penses, c'est La le mieux? matraque, la bombe au poivre et le couteau, c'est tout. T'as que ça. T'as que ça, il y a que ça qui existe. En arme vraiment défensive comme ça, éventuellement la machette, mais ça c'est un peu plus sale. Non, non, en arme de défense pour ta baraque, le truc parfait vraiment, à part les armes à feu bien entendu, c'est la matraque. C'est ce qui marche le mieux, clairement. Associé à ça avec une lampe très puissante. Tu prends une bonne grosse Olight à 150 000 candela. En fait, une lampe, elle éclaire et elle aveugle. Donc, tu as les lumens qui permettent de connaître son taux d'éclairage et le candela qui permet de savoir à quel point elle est aveuglante. Et on a des lampes qui sont vraiment parfaites pour l'aveuglement, plus à côté de ça, une matraque. Mais là, ça marche très très bien. Ah, il n'y a pas le son. C'est pour ça que tu disais que tu avais une formation assez longue sur la lampe, parce que j'imagine qu'il y a il y a une partie tactique, il y a aussi une partie défense. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais même, il y a tellement, même rien que pour attaquer avec une lampe, là, se déplacer dans un bâtiment avec une lampe, c'est très complexe. Tu as des procédures d'allumage de lampe qui sont très difficiles et qu'il faut bien connaître quand tu fais ça. C'est pour ça que l'armée n'a pas de lampe. C'est illégal. Enfin, tu n'as pas le droit d'avoir une lampe sur ton fusil quand tu vas faire du combat opérationnel. Parce qu'il n'y a pas de procédure d'allumage de lampe dans l'armée française. Et comme ils ne veulent pas les donner, les procédures, parce qu'ils n'en ont pas, tout simplement, c'est plus dangereux d'avoir une lampe et ne pas connaître les procédures d'allumage plutôt que de ne pas en avoir et te retrouver dans un bâtiment sans lampe comme un connard. Tu veux dire Voilà. que tu vas te faire repérer plutôt que d'utiliser à ton avantage, et puis en fait ça pourrait se retourner contre toi. C'est ça, tu peux te faire repérer toi, mais ça c'est pas si grave, mais tu peux faire repérer toute ta compagnie. Ça, c'est un peu plus chiant, tu vois. Ok. Donc il y a des façons de le faire, il y a des façons, tu peux rentrer dans un bâtiment et prendre les pièces une par une en utilisant ta lampe, en aveuglant et en voyant, sans faire chier tes potes, parce que tu utilises ta lampe trop proche de tes potes, tu vas les aveugler. Il faut pas faire ça, il faut éviter. Pourquoi? Parce que du coup, qui a le droit d'allumer sa lampe d'aveuglement, qui a le droit d'allumer sa lampe de déplacement, qui utilise sa lampe utilitaire, etc. Il n'y a pas qu'une lampe, évidemment, il y en a 5, sinon ce serait trop facile, bien évidemment. Donc on apprend comment se servir et comment optimiser ces 5 lampes. Et j'ai une question, Redo. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces mouvements de gens qui disent qu'il faut se former au sport de combat? On a vu, tu sais, que tu avais des nanas qui se formaient au Krav Maga. Tu penses que c'est du bullshit, Bien ça, ou pas? entendu. C'est bien, faites ça, mais pas pour la défense personnelle. Une nana même une nana qui a le temps d'aller se former, je sais pas, 4-5 heures par semaine, déjà, faut réussir à le trouver le temps, qui a les moyens financiers de le faire, qui a la motivation de le faire, parce que tu dis, ouais, je vais me former au Krav Maga pour me défendre. Oui, mais si derrière, c'est juste ça, ta motivation, et que tu n'as pas vraiment envie, à part juste éviter de te faire violer, tu vas pas avoir un très bon niveau. Et même si tu réussis à avoir un très bon niveau, contre 3 marmouts avec des couteaux, tu feras pas le taf. Ou même, ma femme, elle se retrouve devant un mec devant moi, tout simplement, même devant moi. Voilà, je veux dire, elle fait 46 kilos, elle fait 1m50 pour 1m65 pour 43 kilos, quelque chose comme ça. Vous voyez, enfin, c'est une crevette, quoi. N'importe qui lui fout une baffe, un mec comme moi qui lui fout une baffe, je la fais au sol. Et même si elle fait du Krav Maga. Il y a un problème de carrure. J'ai un problème de sexe déjà, mais il y a aussi un problème de carrure. Un homme sera toujours beaucoup plus fort qu'une femme, je suis désolé. Et en plus, j'ai pas sa carrure. Donc même si ma femme était experte en Krav Maga, je lui fous une branlée quand elle veut. D'ailleurs, je le voyais à la boxe, hein, les femmes qui étaient là depuis des années, même quand je me lançais dans la boxe, la moindre patate un peu trop poussée, c'était bon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu un mensonge. J'ai l'impression que c'est un peu un mensonge des féministes qui nous est vendu en disant oui, les filles, vous inquiétez pas, vous pouvez vous défendre contre des hommes si vous avez appris un petit sport de combat, tu sais, tu les vois apprendre. Ouais, des prises, ouais, ça marche très bien Et sur un elles font, tatami, mais en plus, tu rajoutes à ça le stress parce que il y a Marmout qui vient te sauter dessus quand même, c'est pas rien. Et voilà, et t'as pas vu ça? Il me dit, mais il est où le tapis de sol là? Je peux pas me jeter au sol contre lui s'il n'y a pas un tapis de sol. Alors, toute mesure gardée, c'est quand même mieux d'équiper sa femme avec une bombe au poivre et je sais pas moi, un petit couteau ou quelque chose comme ça dans son sac à main plutôt que de la laisser sans rien. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. C'est mieux d'ailleurs de les laisser avec un couteau et sans aucune formation, plutôt qu'avec un couteau et une formation.
Une formation au combat. Non, avec une formation au combat. Le problème, c'est qu'une femme qui a fait 15 ans de boxe et qui doit se défendre, il y a eu le cas comme ça. Il y a une championne de boxe il y a pas mal d'années et aussi une championne de judo aussi. Il y a une flic championne de judo. Donc ça arrive quand même, c'est pas non plus ultra rare. Des championnes de sport de combat qui se font tuer par un mec. Pourquoi? Parce qu'elles ont essayé d'aller au contact plutôt que d'aller dans la cuisine récupérer un couteau. Une femme qui n'a aucune formation, qui a 0 formation, un type rentre pour essayer de la tuer. Elle va se barrer, elle va dans la cuisine, elle chope une lame de 30 cm et viens, vas-y, approche. Une femme qui a une formation de boxe, de Krav Maga, de ce que vous voulez, elle va aller essayer d'aller au contact et elle va se faire démonter. Pour revenir sur un sujet d'actualité, je trouve que c'est un peu grotesque ce qui est en train de se passer entre l'Iran et Israël, là, en ce moment. Tu sais, les mecs, ils disent oui, demain, on va attaquer, ils préviennent quand ils envoient des missiles, tout ça. Est-ce que toi, tu as regardé ce qui se passait un peu là sur ce conflit? Bien sûr, c'est terminé là, parce que l'Israël a attaqué l'Iran en pensant que l'Iran c'était l'Irak ou c'était le Liban ou autre. Non, l'Iran c'est un pays avec beaucoup plus de pognon, beaucoup plus de moyens financiers. L'Iran balance 30 milliards de dollars tous les ans au Liban. Pour le Hezbollah, l'Iran a une capacité totalement colossale. Donc là, Israël a balancé des bombes contre l'Iran. L'Iran leur a fait savoir que le dôme de fer, c'est bien, mais ça a des limites. Donc ils ont réussi à saturer les défenses israéliennes et ils ont réussi à traverser. Ça c'est fou, parce que ça faisait des décennies qu'on pensait que le dôme de fer était... Oui, mais il y a des limites. Voilà. Et là, ils ont montré les limites. Ok, et surtout avec des missiles hypersoniques. Donc, qui possède des missiles hypersoniques? C'est simple, t'en as deux. Hein. T'as les Américains, les Russes et ensuite leurs alliés. Donc, forcément, si l'Iran a réussi à avoir des missiles hypersoniques, c'est qu'ils sont en collaboration avec les Russes. Mais de toute façon, les Russes n'ont pas caché qu'ils soutenaient l'Iran, bien entendu. Donc là, les Israéliens se sont frottés à plus fort qu'eux et Trump leur a sauvé la mise. Trump a réussi à sauver la mise de Netanyahou en obligeant à un cessez-le-feu. Sans ça, l'Iran détruisait Israël. C'est une analyse intéressante, j'avais jamais pensé comme ça. Notamment sur le fait de t'as dépassé les limites et je vais montrer à tout le monde les limites de ton système à toi. Je l'avais pas lu comme ça et j'avais pas lu non plus la chose avec le prisme de Trump a fait cesser le carnage ou... Enfin, je l'avais pas lu comme ça, donc merci beaucoup pour cette analyse. Franchement, c'est la mienne. Ça veut pas dire qu'elle est juste. Hein. Mais pour revenir sur le conflit Iran-Israël, ce qui est assez fou, c'est qu'on nous dit oui, la menace, c'est que l'Iran ait la bombe atomique. Mais concrètement, en fait, si l'Iran avait la bombe atomique vraiment, c'est l'arme de dissuasion par excellence. C'est pas qu'une arme de dissuasion, malheureusement, la bombe atomique. Hein. Alors, ils l'ont pas encore. Ouais, ils l'ont pas encore, elle est à 60%, ils sont enrichis à 60%. Mais si tu es pour la paix, tu devrais être pour le fait que l'Iran ait l'arme atomique. Parce que tu es sûr pour moi, il devrait y avoir la France avec la bombe atomique. Voilà, parce que je suis français. Voilà. Mais la bombe atomique, le problème, c'est qu'ils ont accepté que 5 pays l'aient. 5 pays. D'accord ? Et le problème, c'est que 4 pays de plus l'ont eu. Ça, c'est un gros problème, ça. Et c'est pas normal. Dont Israël de manière illégale. Mais si Israël ne l'avait pas eu, la France ne l'aurait pas eu non plus. Et si la France ne l'aurait pas eu non plus, les Russes non plus. Faut pas oublier ça. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, la Corée du Nord. La Corée du Nord, ils ont l'arme nucléaire. Oui, non, c'est pas apparemment, ils l'ont. Hein. Non, c'est sûr. Hein. C'est sûr, depuis 2001, ils l'ont et ils font des tests au-dessus du Japon, là, le tumulte de Taepodong. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que de fait, personne ne s'attaque à la Corée du Nord. Si jamais la Corée du Nord n'avait pas l'arme nucléaire, ça ferait bien longtemps qu'il serait tombé et il y aurait sûrement eu un conflit hyper sanglant. Oui, mais du coup, ce pays-là en question peut faire absolument tout ce qu'il veut, s'il le voulait. C'est-à-dire que si tu t'attaques à l'Iran, enfin, si l'Iran fait n'importe quoi, tu ne peux plus attaquer l'Iran. Tu ne peux plus t'occuper de n'importe quel pays. Imagine simplement, l'Afghanistan, tu leur donnes la bombe atomique. Ça va? Il n'y a pas de problème? Juste comme ça, tu donnes la bombe atomique à l'Afghanistan. L'Algérie, tu prends l'Algérie, donne la bombe atomique à l'Algérie. Ça va, c'était juste une arme de dissuasion, ça va. Tu penses qu'ils vont prendre combien de temps, les Marocains, vont se prendre une bombe nucléaire dans la gueule? Ils vont prendre 10 minutes. Au bout de 10 minutes, même la France, imagine, donner la bombe atomique à tous les pays du monde en disant, à partir du moment où tout le monde possède la bombe atomique, tout le monde a un moyen de dissuasion, c'est fini il n'y aura plus jamais de guerre. C'est complètement faux. Et en plus, les pays africains, ou même tous les pays du Moyen-Orient, tu as un push tous les ans.
le mec qui veut absolument garder son pouvoir, tu crois qu'il va pas balancer des bombes atomiques sur les camps rebelles? Bien sûr que si. Au Mali, là, tu crois que même au Burkina Faso ou quoi, pardon, je vais y arriver. Ibrahim Traoré. Là, il est dans la merde. Il est vraiment dans la merde noire. Hein. Mais au Mali, c'est encore pire. Ils sont dans la merde noire. Là, tu crois qu'ils seraient pas capables de balancer une bombe nucléaire contre les camps rebelles pour garder leur pouvoir en place? Bien sûr que si, ils le feraient. Bien sûr que si, c'est sûr et certain. Et en plus, les conventions de la guerre t'autorisent à faire un petit peu ce que tu veux contre ta propre population. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites contre les pays des autres, bien entendu, mais il y a beaucoup de choses qui sont autorisées pour ta propre population. Et beaucoup de personnes le feraient. C'est ça que... La dissuasion nucléaire ne marche que si les acteurs ne sont pas suicidaires. J'ai une anecdote pour alléger le sujet. À ce qui paraît, mais c'est des sources connues qui disent ça. Quand la Corée du Nord fait des essais au-dessus du Japon, là, ils le font régulièrement, c'est quand ils sont à court de bouffe, et du coup, ils leur envoient des sacs de riz. C'est pas une blague, apparemment, hein, moi j'en ai entendu parler, apparemment, chaque fois qu'ils sont un peu à court de bouffe, ils font des essais au-dessus de chez quelqu'un, et puis ils reçoivent du riz. J'ai pas compris pourquoi ils reçoivent du riz. Ben parce qu'ils font des essais, voilà, ils font peur aux autres, et puis les autres savent très bien, ah, ben c'est encore Kim qui a plus de bouffe dans le pays, on va lui envoyer de la bouffe, quoi. D'accord. Alors, ouais, les essais, pour la petite blague, c'était en 2001, et ça s'appelait, donc les bombes nucléaires s'appelaient Taepodong. Donc, les Nord-Coréens balançaient des missiles dans la mer par-dessus le Japon. Alors, sachant que la missile sur deux se pétait la gueule à droite à gauche. Donc, du coup, c'était un énorme. Les Japonais risquaient de crever. Ils avaient donc appelé ça le tumulte de Taepodong. Et pour la petite histoire, ils en ont fait un jeu vidéo à partir de ça qui s'appelait Zelda Majora's Mask. Ah ouais. Et tu penses la que lune qui est sur le point de leur souvent, il y a tomber des sur gens- la gueule, c'est une référence aux bombes nucléaires nord-coréennes. Et Voilà. tu es très fan de Majora's Mask en plus, Code Reno. J'adore, mais j'en ai fait une vidéo pour expliquer ça, le tumulte de Taepodong. J'en ai fait un short. Mais oui, c'est ça, la lune de Majora's Mask, c'est en référence aux bombes nucléaires nord-coréennes qui passaient au-dessus du Japon pendant le développement du jeu Zelda. Et le mariage qu'ils ont organisé pendant ce temps-là, c'est parce que l'équipe de Nintendo a organisé un mariage sous les bombes nucléaires de Taepodong. Voilà, pour la petite histoire. Incroyable. Et dernière question avant qu'on attaque le questionnaire PLS rapidement. Oula. Tu sais, il y a souvent les gens qui parlent de possibilité d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre nucléaire. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent oui, il faut aller dans des endroits qui ne sont pas à portée d'une ogive nucléaire, en Argentine, en Amérique du Sud? T'en penses quoi de ça? Faites ce que vous voulez. Hein. J'ai pas de. Pas d'opinion. Ok. J'ai pas d'avis. Non, mais ça a été débunké. On attaque Ça a le. été débunké, ça. On a une ancienne invitée qui s'appelle Gabi Vivas, on mettra sa chaîne ou son profil, mais qui a posté une carte en fait avec la portée des missiles nucléaires. Et il se trouve qu'il y a une certaine partie de l'Amérique du Sud qui ne serait pas dans la area, dans la zone. Mais bon, ça a été débunké dans notre chat où il y a des gens qui sont venus expliquer qu'il y a des sous-marins nucléaires un peu partout. Donc en fait, tu peux être n'importe où, on peut venir te choper, quoi. Ouais. Après, il y a aussi le fait que si tu as plusieurs passeports et que tu habites par exemple dans un pays qui est neutre, tu seras peut-être pas drafté pour partir au front, quoi. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Tu vois, quand tu vois Macron qui commence à faire le mariole avec Poutine, tu te dis, bah attends, si moi je suis en France et que j'ai que un passeport français, si ça se barre en conflit et qu'il commence à drafter tout le monde, parce que c'est écrit dans les lois, hein, si l'État décide qu'on part en guerre et ils viennent chez toi et qu'ils te disent tu pars au front, t'as pas le choix. C'est déjà arrivé dans l'histoire, je vois pas pourquoi ça arriverait pas une fois de plus. Tu pourrais te prendre toi pour t'emmener au front en cas de conflit? Bien sûr, moi en plus j'irai avec grand plaisir. Ah ouais, moi il n'y a aucun problème, bien entendu. C'est mon caractère de me laisser faire, de me laisser charcuter pour la grandeur de la bite à Jean-Michel Trogneux. Ouais, non, ils viendront pas me chercher, moi. Hein, ou alors, non. Par contre, je suis désolé, je pourrais pas rester très très longtemps parce que demain je dois me lever très tôt et il y a ma copine qui m'attend dans le lit. 5 minutes, on fait le questionnaire PLS rapidos. Tu m'envoies le jingle, le jingle, c'est extrêmement succinct, Code Reno, t'inquiète pas. Le questionnaire PLS.
Alors, Renaud, le questionnaire PLS, c'est je te balance des questions, tu peux répondre par oui, par non, tu peux passer ou tu peux élaborer un tout petit peu. Si tu étais une arme, laquelle serais-tu? Il aurait peut-être fallu me demander ça avant. J'ai déjà répondu à cette question sur le live de Yann Schroeder, le AA52. Voilà. Ok. Si tu devais choisir entre un monarque de droit divin, un dictateur éclairé ou une démocratie directe? Bah, dictateur, je prends moi. C'est moi le dictateur. Super. Est-ce que être un influenceur d'extrême droite, ça aide avec les Je sais meufs? pas, je vous le dirai quand je le serai. Ou si j'en Ok. croise un. Est-ce que tu es pour l'école à la maison? Oui, bien sûr. Ok. Quelle est ta théorie du complot préférée? Euh, Jean-Michel Trogneux. Ok. As-tu déjà voté? Et si oui, pour qui? Oui, mais je dirai pas. Très Voilà. bien. Est-ce que tu penses que les femmes doivent avoir le droit Bien de sûr. vote? Ok. Et la question, en fait, on a une question qui nous vient chaque semaine. On demande à notre invité de poser une question pour l'invité d'après sans savoir qui il est. Et alors, notre invité de la semaine dernière nous a posé une question un peu bizarre. C'est est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de racistes et de sexistes sur Twitter? Pas assez. Pas assez. Très bien. Et est-ce que tu peux nous donner une question pour l'invité de la semaine Ouais. prochaine? Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? C'est un mème, Ok. c'est une citation d'un film culte. Alors, s'il la comprend, bravo à lui. S'il la comprend pas, voilà. Il faut qu'il comprenne la ref. Faut pas lui dire que c'est une ref. Faut pas lui dire que c'est une citation de film. Faut juste lui demander, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Voilà. Ok, j'irai faire mes recherches sur le Et sujet. il y a Comme Thierry ça, Pilote dans j'aurai l'avion, un- avec Leslie Ça Nielsen. marche. Voilà, Ok. c'est un film Écoute, culte des années 90 et c'est un film phare et c'est un acteur. C'est le héros de ma jeunesse. Leslie Nielsen, c'est vraiment le grand héros de ma jeunesse. J'étais ultra fan quand j'étais gosse. Et cette citation, je l'ai tellement entendue, je l'ai tellement dite, c'est un film absolument génial. Voilà. eh ben, merci beaucoup à toi. Je sais pas, un mot pour la fin? Eh ben, merci pour l'invitation. Fin, cassez-vous. Bah, de toute façon, notre podcast est à propos de ça, hein. D'ailleurs, la semaine prochaine, on vous en dit pas plus sur l'invité, mais on repart une découverte d'un pays. On fait souvent ça, on s'attaque à un pays avec quelqu'un qui est expatrié à l'étranger. Ok. Ok. Eh ben, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Renaud. Et puis, Bah, merci pour à la l'invitation prochaine. et à plus tard. Salut.